Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Et oui, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le 18 juin 2021. Bienvenue dans notre 30e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Ça fait 3 saisons maintenant, votre grand rendez-vous décrypte pour vous l'actualité immobilière, vous donne les bons plans, les bons trucs, mais surtout vous évite de faire des erreurs. On vous donne des conseils tous les mois avec nos experts, bien évidemment. Alors que vous soyez locataire, propriétaire, investisseur, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes plus de 300 000 à nous suivre chaque mois sur Capital et Radio Imo, et nous en vous remercions, on va le dire comme ça. Par avance. Guillaume, voilà, par avance, parce que sans eux, on serait tout simplement par là. Alors pour cette dernière de la saison et ce 30e numéro, je suis accompagné de mon complice de toujours. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'on bosse ensemble. Il est rédacteur en chef adjoint au magazine Capital, Guillaume Chazoulière. Comment il va, Guillaume ? Très bien, Sylvain. Voilà. Très bien, Sylvain. Je suis ravi de terminer l'année par une spéciale. On va vous parler d'un petit peu des portails d'annonces, vous savez. Oui. On va aider les gens à bien choisir. Et, voilà. Et on va prendre la température du marché. Alors, absolument. J'ai deux figures sur le plateau aujourd'hui pour nous en parler. On a David Benbassa, directeur général du portail Bien Ici. C'est un portail qui s'est monté il y a 5 ans et demi maintenant, David. 5 ans et demi, oui, à bonjour. l'initiative d'un regroupement de professionnels, toute la profession, Absolument. et qui s'est imposé dans le paysage aujourd'hui. Et vous serez aux côtés de Corinne Joly, directrice du site de particulier à particulier, là aussi une marque bien connue des Français. On est ravis de vous avoir tous les deux sur le plateau. On prendra le pouls du marché en ce début d'été. Et puis on essaiera de faire un petit peu de décryptage aussi sur les annonces, comme on vient de lire. Il y a de plus en plus de mentions sur les annonces. Et puis un petit peu à l'attention des locataires, des acheteurs, des vendeurs, qu'on s'y retrouve un petit peu. Merci Guillaume, bonjour Corinne Joly et bonjour David Benbassa. On va essayer de donner un petit peu le ton de cette dernière pour montrer à nos auditeurs, leur donner les trucs pour justement bien qualifier leur projet. Alors comme chaque mois, comme vous le savez chers amis, nos experts, notaires, avocats, agents immobiliers seront là pour répondre à vos questions, des questions concrètes que vous posez d'ailleurs sur le Club des Proprios, sur la page Facebook de Capital. Ça c'est tous les mois, donc ça vous concerne en 3 parties. Alors on va bien évidemment prendre la température des taux de crédit, on va parler des prix. Est-ce que les taux de crédit sont toujours aussi bas ? Peuvent-ils remonter ? En tout cas, vous êtes bienvenus dans cette 30e du Grand Rendez-vous de l'immobilier. C'est parti. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Voilà, si vous êtes en cours de visionnage de cette émission sur le site de Capital et de Radio Imo, merci d'être avec nous. Les sites internet d'annonces immobilières sont à l'honneur dans ce 30e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier, avec aujourd'hui Corinne Joly, directrice générale de PAP.fr, et David Benbassa, le directeur général du site bienici.com. Pour cette première partie, nous allons faire un focus sur le marché et le comportement des vendeurs et des acheteurs en ce début d'été. La première question, comme c'est l'usage dans le Grand Rendez-vous de l'immobilier, elle est posée par notre ami Guillaume. Et je suis ravi. Bienvenue à tous les deux, re-bienvenue à tous les deux. Donc après un an de confinement et de déconfinement, quelle tendance observe-t-on aujourd'hui sur le marché, la publication d'annonces de vente immobilière en ce début d'été ? Grosso modo, est-ce qu'on constate une hausse des annonces, de l'offre, plutôt en baisse, ça stagne ? Allez, on va faire une partie de ping-pong à chaque fois. Honneur à Corinne Joly. Alors, ça fait 1 an que le marché est plutôt très dynamique. Je vais commencer par la demande, parce que pour moi, le marché est tiré par la demande. On a une très, très forte demande depuis mai 2020. On a une demande qui est systématiquement forte. À mon sens, la crise sanitaire n'a pas baissé du tout la demande. Et en revanche, il y a un truc qui l'augmente vraiment, c'est les taux d'intérêt, qui sont vraiment, vraiment très, très bas et qui ne remontent pas décidément. Donc ça soutient vraiment la demande. Et ça fait 1 an. Et ce qui est notable dans cette demande, c'est que les maisons ont pris 10 points. Donc ça, c'est... on sent que... Et ça, pour le coup, je pense que c'est la crise sanitaire. En prix affiché, donc, c'est ça. 10 points en recherche par rapport aux apparts. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les Français recherchent en ce moment, c'est plutôt des maisons. Et elles sont plutôt plus éloignées. Les métropoles s'étalent. C'est-à-dire qu'on a un éloignement autour des métropoles dans la demande. Ça, c'est la grande tendance qui dure depuis 1 an, qui ne faiblit pas et qui, à mon sens, est portée par le télétravail. Parce que le télétravail, c'est assez généralisé. Nous, on a fait une étude il n'y a pas longtemps qui montre que 40% des personnes qui ont un projet immobilier en ce moment comptent télétravailler dans la durée.
et que ce télétravail, ça a un impact sur leurs critères de recherche. Ils cherchent plus grand, ils cherchent donc plus d'espace et ils cherchent potentiellement plus loin de leur lieu de travail pour pouvoir justement se payer cet espace. Donc un étalement autour des métropoles, un petit boom des villes moyennes quand même qui ont la cote en ce moment, et puis les maisons. Donc ça, c'est la demande. Côté offre, du coup, ça fait quelques mois qu'on a aussi un peu plus d'offres. Ce qui, je pense, c'est basiquement, ces gens qui recherchent, quand ils trouvent, ils revendent souvent leur résidence principale précédente, mais c'est moins net. Donc, globalement, pour moi, on est sur un marché où il y a une pénurie d'offres en ce moment. Même constat, David ? Même constat du côté des annonces de professionnels, parce que c'est uniquement la vision que je vais avoir, celle de bien ici. Mais c'est pas une tendance nouvelle finalement. Ce qu'on constate depuis 2018, c'est finalement une baisse du volume d'annonces de l'ordre de 20%. Alors, on ne va pas regarder trop ce qui s'est passé l'année dernière avec le confinement, parce que la saisonnalité a été complètement perturbée. Enfin, il s'est passé un peu n'importe quoi, avec un dynamisme et une euphorie en sortie de confinement, une saisonnalité finalement qui s'est décalée. Malgré tout, je fais un peu le même constat, je le prends à l'envers sur la partie offre, où effectivement, nous, on constate... Alors, si on prend deuxième semestre 2020 versus les quelques premiers mois de l'année 2021, on a une baisse de l'ordre de 4% du volume d'offres. Plus marqué sur les maisons, mais ça fait peut-être écho à ce que vient de dire Corinne. Beaucoup de demandes, mais finalement moins d'offres. Les maisons c'est sont logique. prêtes et le confinement est venu. Puis ceux qui ont une maison ne la quittent pas. Voilà. Et on ne bouge pas. Garde, C'est effectivement, donc ça baisse l'offre de maison. Tout ça est somme toute assez logique. Donc ça peut potentiellement faire augmenter les prix. Et effectivement, en face, une demande qui explose. Nous, on a augmenté de plus de 50% en sortie de confinement en mai 2020. Et ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que ça continue à monter. Donc l'offre est la demande est extrêmement importante. Et partout en France. Alors, est-ce que la demande aujourd'hui, elle est dictée par, j'allais dire, une modification drastique, assez rapide, on peut même dire violente, des nouveaux usages? Je m'explique. Sur les recherches, on voit de toute façon, entre l'avant le confinement, pendant et après le confinement, on voit que la notion de surface, la notion d'espace, d'air, de verre, de vue, de perspective, a de l'importance. Deuxième point que l'on constate aussi, c'est que les personnes ont découvert leur propre logement, en fait. Parce qu'ils étaient forcés d'y vivre pendant un certain temps. La question, c'est, à votre avis, et je vais commencer par vous, Corinne Joly, à quel moment vous avez pu voir, ou si vous l'avez vu d'ailleurs, sur votre site PAP, une modification finalement dans le ranking de la recherche, dans la recherche, qui a qualifié de façon assez importante ce type de recherche. Est-ce que vous l'avez constaté ? On l'a constaté en mai 2020, vraiment nettement. C'est-à-dire que là, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les maisons qui explosent et du coup la recherche d'espace, ça démarre en mai et après, ça ne s'arrête pas. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, on s'est dit, bon, c'est peut-être la crise, le confinement pendant 2 mois qui avait été très lourd. On s'est dit, bon, voilà, tout le monde veut ça, mais on ne pensait pas que ça allait durer. Aujourd'hui, je pense que les recherches sont plus rationnelles. D'ailleurs, on a vu mai 2020, il y avait aussi des gens qui cherchaient dans des destinations plutôt touristiques. Je vais m'installer dans le Vaucluse, etc. Ça s'est rationalisé. Voilà, ça s'est rationalisé. Là, d'ailleurs, voilà, qu'est-ce qu'on a, par exemple, si je prends l'Île-de-France, on a une explosion de la Grande Couronne. C'est pas une destination de vacances, la Grande Couronne. Les notaires l'ont vu, voilà, c'est un choix plus rationnel, où on se dit, bon, où est-ce que je peux aller si j'ai besoin de plus de place, mais en même temps, je vais quand même pas télétravailler 100% du temps. Je vais télétravailler 2 jours par semaine. Je peux m'éloigner jusqu'à Vous voulez dire que les mêmes clients qui n'auraient pas accepté de bouger, forcément, à cause du confinement, ont pris conscience qu'il vaut mieux faire un peu plus de trajet pour aller bosser, mais je vais dans une maison, payer pas trop cher et avoir plus d'espace, c'est ça l'idée ? Mais déjà, ils peuvent. Le télétravail change tout. Ouais. Le télétravail change tous les critères, puisque en fait, jusqu'à présent, ce qui fait qu'on va tous s'entasser dans des endroits très chers et où on a des logements trop petits, c'est qu'on a un temps de transport pour aller à son travail. Vous mettez 2 jours de télétravail par semaine, et ça change toute l'équation de votre recherche de logement. Et ça la change pour 2 paramètres, c'est ce que nous déclarent les clients. Ça change le besoin de place, parce que beaucoup se disent, moi, si c'est pour passer 2 jours par semaine de plus dans mon logement, alors je veux pas être serré, je veux avoir une vraie place. Et puis ça change le temps de transport, donc vous pouvez aller un peu plus loin. Et donc c'est comme ça qu'on voit que chacun va se permettre d'aller 10 km plus loin que ce qu'il aurait fait avant la crise sanitaire. David ? Oui, je confirme, c'est une volonté de réinvestir le logement, tu le disais Sylvain, et de privilégier finalement la qualité de vie. On va préférer finalement dans la recherche élargir
Et je ne dis pas qu'il y a d'exode. Il n'y a pas eu d'exode finalement. C'est un élargissement des zones de recherche. C'est pas intra-région. Ouais. C'est pas inter-région. Les gens ne changent pas de région, ils restent dans leur région. Les Parisiens ont élargi, mais on voit la même tendance sur Bordeaux et sur toutes les grandes agglomérations pour améliorer la qualité de vie. Et du coup, effectivement, potentiellement bénéficier de plusieurs jours de télétravail. Il faut encore que ça s'affine par entreprise, mais on sent que c'est un vrai mouvement de fond. Donc ça fait effectivement évoluer les mentalités pour une meilleure qualité de vie, un extérieur, une pièce en plus. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que cette modification des usages, cette maîtrise de l'usage, ça va durer dans le temps, avec les leçons d'après-confinement ? Moi, je pense que oui, très sincèrement. Nous, on l'a vu très tôt, dès avril. Et ça s'est encore accéléré en mai, bien évidemment. On voit les usages sur les nouveaux critères que nous, on a mis en place, toujours utilisés, peut-être un peu moins qu'au mois d'avril ou mai, mais c'est une vraie tendance. Guillaume. Demande, offre, on en a parlé. Du coup, les délais aujourd'hui, quand on publie une annonce sur votre site, respectivement, on a des délais qui se raccourcissent, notamment sur ces biens très recherchés, maisons, appartements. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Peut-être Corinne. Comme d'habitude, ça dépend des types de biens. C'est sûr qu'en ce moment, les maisons... Là où vous observez des délais qui se raccourcissent, sur quel type de biens, quel type de région ? Si on peut schématiser, pareil, David, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, ou peut-être sur les prix, même, si vous avez quelque chose à dire. Schématiquement, ça va être très cohérent avec ce qu'on vient de dire, c'est que si vous vendez en ce moment c'est là où il y a une pénurie d'offres, que ça va vite. Et en ce moment, c'est vrai que c'est les maisons autour des métropoles ou dans les villes moyennes. Ça, c'est des annonces qui restent pas longtemps. Ça, c'est des annonces. En ce moment, pour peu que la maison soit en bon état, habitable, c'est des maisons qui vont partir très rapidement. Ce qui est intéressant, quand même, on en a peu parlé, alors que c'est quand même... c'est rare, donc il faut quand même le dire. Le marché parisien... Alors, on n'est pas du tout dans un effondrement, mais c'est moins la frénésie. Parce que pour moi, juste avant la crise sanitaire, le marché parisien était devenu irrationnel. Oui. Vraiment, il n'y avait plus de prix, il n'y avait plus de logique. Là, c'est redevenu un marché très dynamique, mais rationnel. Un acquéreur ne se dit pas, je vais faire une offre à 16 000 € le mètre carré parce que j'ai peur que le logement... Ouais. Donc, les délais à Paris sont plus... ça reste dynamique, mais c'est plus calme. Et idem, David, est-ce qu'il y a peut-être des régions d'ailleurs qui flambent ? J'ai beaucoup entendu parler du Pays Basque où, à un moment donné, je vais donner un exemple assez marquant aussi de ce qu'on vient de dire. C'est les 4 pièces. 4 pièces, ouais. Profil, typologie de biens assez particulier qui, dans les grandes métropoles, finalement, subissent une certaine désaffection. Pourquoi ? Parce que ils ont un prix quand même assez important. Et pour le même prix, en faisant quelques kilomètres à l'extérieur de cette grande métropole, vous avez une maison de la même surface ou un peu plus grand, avec un petit bout de jardin. Et du coup, les délais de vente de cette typologie de biens vont s'allonger. En fait. Vraiment. Donc c'est assez drôle de regarder ça. Moi, j'avais regardé un petit peu même si 2020 est encore très particulier, parce que si vous regardez les délais de vente au mois de mai, c'était n'importe quoi. Mais si on regarde avant, on va dire 2019, où on pouvait d'une moyenne générale nationale être sur 100 jours, ce qu'on constate là, sur le début de l'été et assez récemment, c'est une baisse de 25% de ce délai de diffusion, et je parle bien de délai de diffusion, c'est-à-dire qu'on est autour de 75 jours, et ça peut encore baisser dans certaines régions, bien évidemment, mais en tout cas, la tendance est plutôt... Forcément, pénurie, ça va plus vite, donc ça écoule plus vite. Merci beaucoup pour cette première partie. On va essayer aussi de parler dans la deuxième partie du marché aussi de la location, dont il faudrait aussi dire des éléments importants. C'est aussi une des questions que vous nous posez souvent. Merci à vous, Corinne Joly et David Benbassa. Ce que je propose, c'est que nous allons passer un reportage, et je vais vous demander d'ailleurs, si vous voulez bien, de réagir sur ce reportage. On enchaîne. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le reportage. Guillaume, pour parler des taux de crédit en ce début d'été, vous êtes allé à la rencontre de Maëlle Bernier, l'éternelle Maëlle Bernier. Voilà. C'est vrai qu'elle parle bien. Elle travaille où alors, Maëlle Bernier ? Voilà, chez Meilleur-Taux. Elle est revenue chez Meilleur-Taux. Voilà, mais c'est que ça, elle change. Oui, mais ça fait longtemps qu'elle est chez Meilleur-Taux. Oui, ça fait un moment. Voilà. Sacrée Maëlle. Voilà. Oui. Avec Cécile Rockler et Maëlle Bernier, ce sont les championnes du monde des crédits. Voilà, des crédits. Mais il ne faut pas oublier de notre ami Philippe Taboret, le DGA de Cashpi. Elles nous font justement la météo un peu du crédit, et justement, c'est ce qu'on a voulu voir aussi là en début d'été, parce qu'on a beaucoup parlé des prix, des délais de vente, des annonces. Mais qu'en est-il des taux des crédits ? Aujourd'hui, à combien peut-on emprunter ? Est-ce que ça va durer ? Donc, on l'écoute. Voilà, et ensuite, on vous fera réagir.
Les taux sont toujours historiquement bas. À quel taux peut-on espérer emprunter en ce début d'été ? Alors aujourd'hui, on a une fourchette comprise entre 1 et 1,5% selon les durées, entre 15 et 25 ans en gros. Et vous avez des taux qui sont inférieurs à 1% pour les excellents dossiers, c'est-à-dire ceux qui ont de l'apport, de l'épargne qui reste après opération et des revenus évidemment bien souvent au-dessus de la moyenne. Faut-il se presser pour acheter ? Y a-t-il un risque que les taux augmentent d'ici la fin de l'année ? Alors, globalement, aujourd'hui, il y a peu de raisons que les taux remontent. Néanmoins, c'est vrai qu'on est vigilant parce qu'on a reçu des barèmes début juin qui étaient un tout petit peu en hausse dans certains établissements bancaires, mais qui sont surtout liés en fait à beaucoup de dossiers qui sont arrivés et des banques qui ont du retard dans les traitements. Donc, le fait d'augmenter un peu permet de un peu désengorger. Néanmoins, on a souvent quelques hausses qui arrivent aussi l'été pour les mêmes raisons, pour un peu stopper l'engouement. Mais on n'est pas du tout sur un mouvement haussier à long terme. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de raison. Vous avez la Banque Centrale Européenne qui veille à ce que la consommation reste forte dans la zone euro et des taux directeurs qui restent très très bas. Est-ce qu'il faut se presser pour acheter ? Si vous avez un projet, si vous avez trouvé un bien, oui, mais il n'y a pas de raison de se précipiter outre mesure. Au-delà de la question des taux, quels sont les critères d'octroi des banques pour accorder des crédits immobiliers ? Alors aujourd'hui, les banques sont extrêmement vigilantes sur la stabilité professionnelle, donc l'emploi, parce qu'on est dans une crise exceptionnelle, et donc vous avez des catégories de population qui sont au chômage, qui ont été au chômage partiel pendant très longtemps. L'avenir est assez incertain, on ne sait pas du tout comment l'économie va redémarrer. Donc c'est vrai que quand vous pouvez justifier d'une ancienneté, d'un secteur d'activité encore et qui est resté dynamique, c'est un point en plus pour obtenir un crédit. Vous avez effectivement donc la stabilité professionnelle, l'employabilité, l'apport, c'est-à-dire ce que vous pouvez mettre dans votre projet, et puis aussi et surtout ce que vous allez pouvoir garder une fois que ce projet va être financé. Parce que, rappelons-le, vous n'avez pas intérêt à mettre toute votre épargne dans votre projet immobilier si ce n'est pas nécessaire, mais ce qui est regardé aussi par les banques, c'est combien vous allez garder de cash, de petits matelas qui va vous rester après l'opération, après ce prêt immobilier. Voilà, vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Si vous venez de nous rejoindre, on parle crédit immobilier. Les banques, c'est vraiment les mêmes. Elles n'ont vraiment pas évolué, les banques. Il faudrait avoir un contrat sur 99 ans, une sécurité incroyable. C'est à croire qu'elles n'ont pas compris ce qui se passe dans le monde, quoi. C'est un truc de fou. Une réaction sur les taux d'intérêt, Corinne Joly, vous êtes d'accord, ça ne va pas évoluer ? Je rejoins ce qui a été dit, et à mon sens, c'est ça aussi qui porte la demande. C'est-à-dire que si les taux remontaient demain, là, je pense qu'on verrait la demande ça serait catastrophique, là. Baisser. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé la dernière fois que la demande a vraiment baissé en 2008. Ça a été une remontée. Et justement, peut-être une conversation subsidiaire, il n'y a pas des endroits où les prix ont tellement augmenté depuis un an avec cette demande ? Je pose la question. Fait que ça commence à peser aussi, à faire contrebalancer l'effet taux. On a observé des flambées de prix là, dans certaines régions par rapport à ces reports dont on parlait ? Non. Pas plus que les années précédentes. Non. Ouais. Ça monte comme tous les ans. Donc voilà, et je rejoins aussi ce qu'elle a dit sur les dossiers, puisque c'est quand même un peu nouveau que les banques regardent votre employeur. Auparavant, le CDI ne suffit plus. Et là, c'est vrai que le critère de stabilité financière... C'est-à-dire suffit plus. C'est-à-dire que si vous êtes dans un secteur où il y a un risque... J'ai un CDI dans l'hôtellerie... Voilà, secteur dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Nous, on sait qu'il y a des acheteurs dans le tourisme, dans l'événementiel. Bref, dans les secteurs qui sont vraiment impactés. Les banques peuvent être très vigilantes parce qu'elles peuvent se dire, premièrement, que votre emploi n'est pas assuré et que si vous le perdez, vu que c'est tout le secteur qui est en difficulté, elles ne sont pas sûres que vous allez retrouver un travail. Donc les banques sont vigilantes à votre employeur, ce qui est quand même assez nouveau. Chômage de masse qui s'annonce, quand on voit ce comportement. Bon, on fera une émission opinion sur le sujet. Mais alors, David, vous constatez la même chose ? Donc une remontée des taux qui sera toujours assez basse. Alors c'est vrai que la Banque européenne est très vigilante parce qu'elle sait que si elle remonte les taux, on risque de façon systémique d'avoir une crise. Je trouve ça assez incroyable qu'ils arrivent à gérer l'afflux de prêts en faisant varier les taux. C'est quand même dingue de se dire ça. Je ne veux pas trop de dossiers, donc je vais augmenter mes taux. La première fois que je vois... c'est aussi marqué. Ouais. Après, il y a un élément intéressant, c'est l'apport. Donc on sait qu'il y a eu des contraintes beaucoup plus importantes. Est-ce que cette année 2020 n'a pas permis à bon nombre d'investisseurs de mettre un petit peu de côté et du coup de pouvoir accéder à l'emprunt en ayant un apport demandé par les banques. Donc
Voilà, on est dans un phénomène un petit peu particulier, mais c'est quand même une bonne nouvelle que les taux soient aussi bas, parce que ça permet effectivement d'être un peu plus confiant. C'est clair que dans un marché qui se contracte, sans des taux bas, c'est clair qu'il y aurait plus de... Ça serait quand même très très compliqué. Merci beaucoup en tout cas pour cette réaction. C'est pas fini, hein, vous restez avec nous sur le grand rendez-vous de l'immobilier. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de notre entretien, ce que je vous propose, c'est qu'on va aborder aussi les conseils pratiques et simples, notamment pour bien lire, vous savez, une annonce immobilière. Croyez-moi, c'est pas toujours aussi évident. J'y suis passé et on va bien sûr essayer de décrypter pour vous, les amis, justement comment dans la qualification de votre projet, sachant quand même que plus de 95% des recherches immobilières se font sur Internet maintenant, hein, donc autant savoir où on va pour bien qualifier son projet. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, vous restez avec nous et bien évidemment, on enchaîne avec notre premier expert, elle est avocate, dans une minute. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver, comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. C'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. La séquence que vous aimez tous pour cette 30e du grand rendez-vous de l'immobilier, c'est la séquence ça vous concerne. Oui. Voilà, toujours avec l'ami Vincent. Ça va, Vince? Oui, ça va très bien. Bonjour. Voilà. Guillaume. Et Bonjour, nous avons Sylvain. une super avocate sur le plateau. Oui, pour cette 30e et cette première partie, c'est Estelle Vernejoul qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Vincent. Avocate au barreau de Paris. Votre cabinet, c'est Avocatalise. Une première question, si vous le voulez bien, de Catherine. Elle vient de recevoir un courrier de son syndic qui lui indique qu'une fuite d'eau venant d'un appartement endommage le sous-sol de l'immeuble. Une recherche de fuite va être lancée sur différents appartements et le carrelage de la salle de bain de Catherine, qui, nous dit-elle, est tout neuf, ce carrelage, il va être démonté. Est-ce qu'elle est obligée d'accepter? Et si oui, qui va payer les travaux ensuite? Ah la vache, là, c'est vraiment pas de bol. Hein. Il passe dans tous les appartements. Eh oui. Oh là là, elle vient de refaire le carrelage. Ah oui, c'est souvent comme ça. Ouais. Bon, déjà, elle peut se féliciter que le syndic soit intervenu parce que c'est pas toujours le cas et c'est quand même une obligation. Donc voilà, c'est bien puisque le syndic est censé intervenir quand il faut mandater une recherche de fuite urgente. Alors la difficulté, c'est effectivement que parfois il y a des recherches de fuite qu'on appelle destructives. Ça, c'est son cas. Ouais. On est obligé parfois l'origine de la fuite, elle est dans une partie privative ou commune, mais on est obligé de traverser une partie privative et parfois de déposer le carrelage pour aller chercher la fuite. Alors, est-ce que Catherine peut s'y opposer ? Alors, je dirais ça dépend, mais pas vraiment. C'est-à-dire que généralement, la recherche de fuite a été votée en Assemblée générale. Dès lors que c'est le cas et qu'il n'y a pas d'autres possibilités techniques d'aller rechercher cette fuite, malheureusement, Catherine ne peut pas s'opposer à cette intervention au sein de ces parties privatives des parties privatives de son bien. Alors, la seule obligation qui existe, c'est qu'effectivement, le syndic doit la prévenir au moins 8 jours avant l'intervention. Voilà, ça, c'est une obligation. Et puis, effectivement, ensuite, la deuxième question, c'est qui paie les frais ? Qui va payer les frais ensuite ? Voilà. Alors, on a deux types de frais. Il y a les frais de recherche de fuite en eux-mêmes, et puis ensuite, les frais de remise en état, si notamment, c'est une recherche de fuite qui est destructive. Alors, les frais de remise en état... les frais plutôt de recherche de fuite en premier, il y a en réalité des conventions interassurances qui vont gérer en fonction du montant du litige, du montant des frais. Généralement, on est en dessous de 5 000 €. C'est quoi, c'est la convention CIDRE ? Oui, entre autres, exactement. Généralement, ça va être l'assureur du local dans lequel on doit faire procéder à la recherche de fuite, donc chez Catherine, donc son assurance,
qui va prendre en charge les frais de cette recherche de fuite. Et les frais de remise en état sont aussi pris en charge par le même assureur qui a pris en charge. Quand on est au-delà de 5 000 €, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'ensuite, il peut y avoir des recours entre assureurs, notamment si le désordre vient d'une partie commune ou d'une partie privative. Il peut y avoir des discussions entre l'assureur de Catherine et l'assureur de la copropriété. Très bien. Merci pour la réponse à Catherine. Estelle Vernejoul, une autre question. Étienne, sur le groupe Facebook Le Club des Proprios, l'immeuble d'Étienne a engagé une action en justice contre un copropriétaire qui ne paye plus ses charges depuis de longs mois maintenant. Étienne, il se demande si la copropriété pourra exiger le remboursement des frais de justice engagés, parce que là, ça va avoir un coût. Exactement. Alors là aussi, le syndic a été réactif, puisque quand un copropriétaire ne paye pas ses charges de copropriété, effectivement, on lui adresse une lettre de mise en demeure et à défaut de réponse, sous un délai de 30 jours, on doit effectivement, le syndic a l'obligation d'intenter une action en justice contre le copropriétaire récalcitrant qui ne paie pas ses charges. Alors évidemment, une action en justice, ça a un coût. Et dans un premier temps, c'est effectivement la copropriété qui va devoir le supporter. Ouais. Il s'agit des charges communes générales qui vont donc être réparties à égalité entre tous les copropriétaires. Alors, est-ce qu'ensuite, ils vont pouvoir en obtenir le remboursement ? Quand on intente une action en justice, il y a deux types de frais de justice. Il y a ce qu'on appelle les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens, ça va être le coût, par exemple, de l'assignation qui est délivrée par huissier de justice. C'est ce qu'on appelle les frais de signification. Ça, ce sont des dépens. Si le syndic de copropriété gagne en justice contre le copropriétaire récalcitrant qui ne paie pas ses charges, le syndic de copropriété va bénéficier d'une condamnation de la part de la partie adverse aux dépens. Donc il aura une indemnisation pour les frais engagés. Ouais. La deuxième catégorie de frais, ce sont les frais irrépétibles. Et dans les frais irrépétibles, il y a les frais d'avocat. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque on intente une action de justice, qu'on soit en demande ou en défense, on sollicite une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ce qui permet d'obtenir un remboursement. Les frais d'avocat. Voilà, un remboursement qui est généralement partiel, parce que devant les juridictions françaises, généralement, ces sommes sont assez limité, voilà. Mais ça permet d'obtenir au moins une couverture d'une partie des frais qui ont été engagés par le syndic de copropriété. On sollicite où c'est Alors c'est devant le juge, dans le cadre des demandes conformes devant le juge, on sollicite toujours un article 700, qu'on soit en demande ou en défense, pour obtenir une indemnisation partielle des frais d'avocat. En réalité, l'article 700, c'est les frais d'avocat. Donc le syndic va y aller un peu de sa poche. Article 700 du Code de procédure civile. Globalement, c'est la copro qui paye, quoi. Elle avance, c'est sûr. Elle avance, Oui. et si elle obtient gain de cause en justice, le juge va condamner la partie adverse, c'est-à-dire le copropriétaire récalcitrant, à un article 700. Mais généralement, les sommes octroyées ne couvrent pas forcément l'intégralité de la procédure. Ça dépend. Oui, et puis en général, il y a un jeu de compensation entre assureurs qui font que, en général, ils s'en sortent bien. Il peut y avoir aussi, voilà. Le seul truc qui n'est pas de bol, à la fois pour Catherine, c'est les désagréments que ça procure, parce qu'in fine, finalement, ils s'en sortent plutôt bien. Exactement. Merci beaucoup. Merci Estelle Vernejoul. Merci à vous. Cabinet Avocatalise à Paris. Voilà, Avocatalise, le bon avocat que vous devez chercher si vous êtes dans la construction, l'immobilier en général, avec notre amie Estelle Vernejoul. Vous allez faire un bel été, là ? Vous allez prendre un peu de vacances ? Oui, un bel été en perspective. Voilà, un bel été, bien mérité. Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, les amis, pour cette 30e du grand rendez-vous de l'immobilier avec notre ami Guillaume Chazoulière. Ça va toujours, Guillaume ? Toujours. Vous n'avez pas trop chaud, ça va ? Non. Il était temps, finalement, la chaleur. Alors, justement, cet édito, on va le faire avec quelqu'un qui, aujourd'hui, est le leader des avis vérifiés en France pour l'immobilier. C'est Jean-David Lépineux, le patron et le fondateur d'Opinion System. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Comment ça va, Jean-David ? Super bien, ça va, merci. Voilà, toujours au taquet, Jean-David. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Vous allez nous apprendre, Jean-David, avec nos amis qui nous écoutent, comment faire le tri parmi les annonces immobilières, justement, et les avis vérifiés sont un des indicateurs majeurs, n'est-ce pas, Guillaume ? Oui. Alors, tout le monde l'a remarqué, quand on achète ou on loue, il arrive souvent que sur un portail, et on retrouve la même annonce, en 4, 5, 6 fois peut-être. Alors, comment je fais mon choix, moi ? Comment je choisis la bonne annonce là-dedans ? Alors, en fait, c'est surtout la question qu'on se pose souvent, c'est comment choisir... plutôt que le même bien soit vendu dans la même annonce, excusez-moi. C'est ça, on a le même bien qui est sur un même portail, et après, il y a un autre choix à faire, c'est le choix de quel agent immobilier choisir.
Parce que finalement c'est ça le vrai choix à faire. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est typiquement français. C'est qu'on se retrouve, on pense apporter une solution à des particuliers et on se retrouve avec une multiplicité de mêmes annonces quand on travaille en mandat simple. Donc la vraie question, c'est de se dire quel agent immobilier choisir. Il me semble que pour les consommateurs, c'est la chose la plus importante à comprendre. Alors, moi, j'ai 4 choses à donner. Maintenant, aujourd'hui, au PN System, c'est plus de 8000 agences immobilières qui sont clientes, 23 000 utilisateurs, 700 000 avis. Et on a une expérience là-dessus qui nous montre comment choisir, au travers des retours consommateurs, une bonne agence. La première chose, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas faire de démagogie, ce ne sont pas les avis clients qu'il faut choisir. C'est pas la première chose à choisir. Ah bon? Non. D'accord. Non, pas du tout. La première chose à faire, c'est d'envoyer un email à l'agent immobilier ou de l'appeler. Regardez le temps de réponse qu'il a à répondre à un email ou à vous rappeler. Vous aurez déjà la première température de l'agence. C'est la première chose à faire. Il faut attendre quoi alors qu'il me réponde dans les 5 minutes? Vous attendez. Quand on parle de délai raisonnable, on dit qu'une réponse à un email, c'est répondu dans les 24 heures. C'est raisonnable. Un appel qui a été passé un après-midi, si on vous rappelle le lendemain matin ou le lendemain dans la journée, ça reste un délai raisonnable. Mais il rappelle jamais. T'es tombé sur les pas bons. C'est bien ça le problème, mais Sylvain. Il rappelle jamais. C'est bien le problème, Sylvain. Surtout à Paris d'ailleurs. Passez votre chemin. J'ai envie de vous dire, vous imaginez que la première relation... Mais c'est à se demander s'ils n'ont pas trop de boulot, quoi. Je veux dire, quand on interroge les particuliers, parce qu'on leur a posé la question, vous en doutez. Bien sûr. Hein. Et puis vous et moi, on en a souvent parlé. Oui. Mais ils répondent jamais, les mecs. Jamais. Alors, il y en a qui répondent. Hein. Il y a des 24 heures à Paris, pour abonder ce que dit Sylvain. C'est possible, ça, qu'il y en a qui répondent au bout de 24 heures dans des villes comme Paris? Il y en a qui répondent. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes sur une annonce et que vous souhaitez choisir un agent immobilier, parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que vous n'achèterez pas ce que vous regardez sur annonce. Donc, c'est-à-dire que la relation que vous allez avoir avec un agent immobilier, elle va être bien plus longue que la seule visite qu'il y aura sur cette annonce. Donc la première chose à faire, c'est de savoir celui qui va vous répondre. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il ne répond pas alors? S'il ne répond pas, vous changez. J'ai besoin de louer, j'ai besoin d'acheter. Bien sûr, mais comme l'annonce, on a bien vu qu'il y avait de multiples mais le annonces. en question, il m'intéresse. Je fais comment? Vous allez l'avoir dans 4, voire 5 reprises quand on est en mandat simple. Vous appelez les agences. Vous leur envoyez un email, ils vont regarder celle qui va vous répondre. C'est obligatoirement une qui répondra. Celle qui répond le plus vite. C'est ça. Est-ce que j'ai plus de chances d'avoir une réponse s'il y a une exclusivité, un mandat d'exclusivité? Alors, plus de chances, je ne sais pas. La deuxième chose, j'ai envie de vous dire, parce que sur l'exclusivité, je vais juste y venir après, Sylvain. D'accord. La deuxième chose, c'est 4 critères. Sur les 4 critères, la deuxième chose, c'est effectivement d'avoir ses avis. De regarder la réputation de l'agence immobilière. Donc, une fois que j'ai fait le choix et que la personne m'a répondu, imaginons que j'ai 5 agences immobilières qui me répondent sur les 5 emails que j'ai envoyés. On serait dans un truc incroyable, mais ça peut arriver. Et bien ensuite, si je veux faire le choix, parce qu'encore une fois, ma relation va être longue avec l'agent immobilier. Elle va pas se faire en one shot, ou du moins très rarement. Et donc, je vais vérifier sa réputation. Et donc là, pour vérifier sa réputation, contrôler, regarder les avis. Alors pour regarder les avis, regardez tout d'abord, comme on explique, et l'avenir des avis clients, c'est de reconnaître des avis sourcés. Quand on dit des avis sourcés, c'est-à-dire des avis qui sont sourcés par un tiers de confiance. Et quand on parle de tiers de confiance, vous voyez, par exemple, Citroën a créé son propre site Citroën Advisor. C'est l'un des sites les moins visités parce que c'est Citroën qui se fait ses propres avis clients. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut regarder si l'avis est sourcé par un tiers de confiance. Il existe aujourd'hui sur le marché immobilier, dans d'autres marchés, plusieurs tiers de confiance. Eh bien, il est noté dessus que l'avis n'est pas fait par l'agence elle-même. Et ça, c'est l'une des premières. C'est comme une radio. Vous savez, j'ai 30 millions d'auditeurs par mois. Non, je déconne. C'est facile de. Non, mais c'est vrai. Et comment je le reconnais, ce tiers de confiance? Alors justement, je sais pas ce que c'est. Alors justement, comment on est sûr, parce que si vous me permettez la transition, comment on est sûr que les avis sont vérifiés, vérifiables, et justement, revenez sur la qualité du tiers de confiance, pour le dire à nos auditeurs là. Bien sûr. Comment on fait? Et puis il y avait encore 2 critères après. Je vais, si vous voulez bien, je vais terminer par les 4 critères. Parce qu'on en est à 2 là. Moi je les note. Et je vais revenir. Donc on avait le premier critère, c'était le délai de réponse et de rappel. Le deuxième sont les avis clients. Le troisième. Les avis pour la réputation. Voilà, les avis pour la réputation. Le troisième critère, c'est contrôler bien en fait si cette agence, elle a un pourcentage d'exclusivité en stock. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas l'agence. Vous allez l'appeler. Et finalement, en fait, parfois, quand vous êtes acheteur, vous êtes un acheteur qui vient d'une autre région. Vous n'êtes pas forcément un local de l'étape. Et le fait de regarder s'il y a un taux d'exclusivité en stock veut dire que les gens, les locaux, les propriétaires vendeurs font confiance à cette agence. C'est un des critères de choix et de sélection. Franchement, le particulier s'intéresse à ça? Ce sont les conseils qu'on donne. C'est-à-dire que le particulier, il a une tendance à tout le temps dire que l'agent immobilier n'est pas bon. Nous, on lui dit, regardez comment choisir. Voilà. Donc ça veut dire que si vous regardez, c'est pointu quoi. Si vous regardez en fait petit 1, donc comme on a dit ceux qui rappellent, petit 2 les avis clients, petit 3, eh bien
le taux d'exclusivité, ou s'il y a des exclusivités, ça veut dire qu'en fait, les locaux qui sont à côté de son agence, lui font confiance. Donc c'est un signe, c'est un signe. Et quatrième et dernier point, regardez si cet agent immobilier travaille en fichier commun. Il va vous faire gagner beaucoup de temps. Ça veut dire qu'en fait, dessus, il est noté. Tout ça c'est noté, c'est à disposition du grand public. C'est noté dessus. Il vous l'explique. Quand vous l'avez au téléphone, demandez-lui. Par exemple, si je suis à MEPI, le fichier AMEPI, ou par exemple, voilà, AMEPI. moi je parle d'un fichier commun, ou une agence qui détient, on a des groupements d'agences qui détiennent. Vous savez, c'est les plateformes qui partagent les mandats avec plusieurs agents immobiliers, c'est ça? Voilà, les plateformes qui partagent les mandats. Alors pourquoi? Parce que si vous avez une bonne relation avec cet agent immobilier, vous n'aurez pas besoin de faire le tour des autres. Pour qu'ils puissent vous amener. Vous voyez, en passant par un, finalement, j'ai accès à tout le marché. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Donc, si je suis monsieur X ou madame Y, je demande quoi à mon agent fichier commun? Je lui dis quoi? Quand vous appelez la personne, l'agent immobilier qui vous répond, c'est déjà un agent immobilier qui a une réactivité, une bonne relation. Vous contrôlez ses avis clients. Derrière, vous pouvez regarder son pourcentage de demande d'exclusivité en stock. Et ensuite, vous lui demandez s'il travaille en fichier commun. Mais très souvent, en fait, ils l'affichent sur leur site internet comme quoi ils sont au travers du fichier commun, ou ils vous le disent. Ou si vous leur posez la question, avec ces 4 critères-là, je garantis quasiment aux consommateurs de ne pas se tromper d'agence immobilière. Alors, juste une question. J'imagine le particulier qui irait chez l'agent immobilier en disant « Donnez-moi quel est le pourcentage d'exclusivité dans votre registre des mandats ?» Non, Sylvain, on le voit sur leur site internet, il y a toujours marqué exclusivité. Okay. Est-ce que vous êtes sur la MEPI ou chez Intercab? Parce que je préfère Intercab, on ne sait jamais. Non, je caricature un peu, mais ce que je veux dire, c'est que de façon plus prosaïque, l'idée, parce que c'est ce que j'aimerais que nos auditeurs comprennent, c'est que si le gars il a des exclusivités et qu'il est en réseau partagé, c'est une garantie pour le client. Alors pour le vendeur que son bien sera bien vendu dans de bonnes conditions, et celui qui recherche, il est sûr d'avoir un bon professionnel qui partage les mêmes convictions. C'est ça en fait que vous voulez dire. Regardez Sylvain, c'est exactement ça. Vous avez quelqu'un qui vous répond dans les temps. Donc ça veut dire que déjà, c'est quelqu'un qui a envie de rentrer en relation avec vous. Ouais. La deuxième chose, il a une bonne réputation, c'est que ses clients lui font une bonne réputation. Ouais. D'accord. Et s'il travaille en fichier commun avec un taux d'exclusivité, vous êtes sûr de visiter certainement des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Écoutez, tout à l'heure, on a parmi les experts un agent immobilier qui est très connu sur la rive gauche, c'est le groupe Deferla Immobilier. On lui posera la question, c'est Dan Adler qui travaille avec nous, on lui posera la question de savoir, quand un client l'appelle, est-ce qu'il répond dans les 24 heures. Voilà, vous pourrez lui poser la question. Ça sera une bonne question. Merci beaucoup, Jean-David. Avec plaisir. Voilà, Jean-David Lépineux, le président fondateur de Opinion System pour les avis clients vérifiés. Surtout, vous ne changez rien. Ça va le kitesurf toujours aussi? Ça va toujours, oui, voilà. Toujours très bien le kitesurf. Moniteur professionnel de kitesurf, effectivement. Voilà, vous pouvez rester avec nous avec grand plaisir. Et on enchaîne sur la suite de notre programme avec nos experts pour Ça vous concerne. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça vous concerne. Deuxième partie. Avec, cette fois-ci, l'ami Vincent, on a un agent immobilier. Oui. Voilà. C'est Dan Adler qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Agent immobilier donc à Paris et cofondateur du groupe Deferla Immobilier à Paris. Voilà, le spécialiste de la rive gauche parisienne. Ouais, pour l'instant, uniquement pour l'instant, sur la rive gauche. Pour l'instant, vous êtes à gauche, après vous basculerez à droite. Ouais, on viendra. Ça viendra avec l'âge, vous basculez à droite. Bon, je vous taquine. Alors, on a des questions pour vous, Dan. Une question de Christelle, elle vient de signer un compromis de vente qui indique qu'elle a la jouissance exclusive d'une terrasse sur laquelle elle doit tout de même permettre un accès aux autres copropriétaires en cas de travaux. Notre auditrice nous demande ce que recouvre précisément ce terme de jouissance exclusive, sachant qu'un des copropriétaires lui a déjà dit qu'il avait lui aussi le droit d'y installer une table et des chaises. Ah oui, quand même. Pas très clair cette histoire. Alors, parlez bien dans votre micro, Dan. Pour le copropriétaire, il ne pourra pas installer de chaises et il ne peut pas y aller. En gros, la jouissance exclusive, c'est assez simple. C'est comme si c'était chez vous. Sauf que si vous devez entreprendre des travaux, vous êtes obligé de demander à la copropriété. En fait, c'est vraiment une partie commune, sauf que vous en avez la jouissance exclusive, donc aucun voisin peut y venir, sauf si jamais il y a des travaux qui ont été décrétés, typiquement pour les appartements avec terrasse, si jamais il y a des travaux sur la toiture et que les ouvriers ont besoin d'accéder à la terrasse pour y faire les travaux, là, vous avez l'obligation de leur laisser l'accès à la terrasse. Mais par contre, aucun voisin peut venir pour y faire un barbecue, pour y poser une chaise. Pareil pour les jardins. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs sur Paris, la plupart des jardins ou des terrasses sont des jouissances exclusives. Il n'y a pas de pleine propriété, ou c'est extrêmement rare. Donc il faut l'accord de l'AG si vous voulez faire des gros travaux qui vont changer, on va dire, le visuel de votre terrasse.
Il faut qu'il y ait une conformité par rapport au visuel de l'immeuble. Et oui, de toute façon, et même si on fait des travaux sur cette partie avec jouissance exclusive, c'est pas moi qui paye tout, c'est la copro. Exactement. Alors, parce que j'en jouis, mais en fait, je crois alors après, c'est ce tout qu'il le faut monde savoir, partage. si c'est des travaux de décoration, typiquement, si vous voulez changer le sol, le carrelage, parce que vous trouvez que c'est un petit peu plus joli de changer la couleur du carrelage, ça peut être à votre charge. Par contre, pour tous les travaux type... structurels. Oui, structurel. Structurel, exactement, d'étanchéité ou autre. C'est la copropriété qui va prendre en charge l'intégralité des travaux. Donc c'est un double intérêt. C'est pour ça d'ailleurs que les appartements avec terrasse sont autant demandés. Parce que mais quand on a justement une jouissance exclusive dans une cour, moi j'ai connu ça un jour parce que j'avais un accès directement en duplex dans le 17e arrondissement, les personnes avaient le droit quand même de venir s'installer et s'asseoir par exemple. C'était une jouissance exclusive ? Ouais. Ils pouvaient s'installer. Alors après, ça dépend. Si dans le règlement de copropriété, alors c'est rarissime ça, pour une jouissance exclusive, parce que là, elle est plus exclusive pour le coup. Parce que normalement, une jouissance exclusive, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'installer, ils mettent une table. Non. La jouissance exclusive, elle est liée à un lot. Donc il y a un lot de copropriété. J'ai mon appartement, j'ai un jardin. Et ça se valorise. Exclusive. Et ça valorise énormément le bien, parce que quelque part, justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que normalement, ça ne doit pas arriver. Vous êtes le seul à pouvoir bénéficier, sauf si c'est une co-jouissance, ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Typiquement, dans un immeuble, j'ai un rez-de-jardin et j'ai 2 accès de 2 appartements qui donnent sur le jardin. Ça peut arriver, c'est rarissime, mais du coup, c'est plus une jouissance exclusive. Donc là, pour Christelle, c'est un coup de bluff, le voisin, le copropriétaire. C'est un coup de bluff, effectivement. En ce moment, il fait beau, il va en profiter. Mais on vous a bluffé. Voilà. Il ne pourra pas. C'est une tentative. C'est une tentative. Une question maintenant d'Anne Adler de Julie. Julie a acheté un appartement en 2017 à un particulier. Aujourd'hui, elle souhaite le vendre, mais elle réalise que le DPE n'avait pas été fait ni fourni lors de son achat en 2017. Quel recours peut-elle avoir contre son ex-vendeur ? Et plus globalement, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui, Julie ? Alors, elle est intéressante cette question, elle est rarissime. Je pense que ça peut arriver, mais c'est assez rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un bien, il y a un acte authentique qui est rédigé par un notaire. Le notaire, il a un engagement, il a des obligations de résultat concernant la rédaction de l'acte. Donc c'est au notaire de s'assurer qu'il y a bien le DPE qui soit annexé. Si jamais c'est pas le cas, ça peut arriver, le notaire a fait un oubli. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est doublement intéressant parce que quand vous passez par exemple par une agence, l'agence va déjà faire attention à ce qui est l'ensemble des diagnostics. Donc déjà, c'est une première sécurité. Je le dis parce que cette question, elle peut en soulever d'autres. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de passer par une agence. Ça vous évite ce type d'aléas qui peuvent arriver dans le particulier. Tous les diagnostics sont fournis. Tous les diagnostics sont obligatoires. Ils sont fournis. Pour mettre un bien en vitrine ou sur Internet, on a l'ensemble des diagnostics qui doivent être également mis en avant, donc c'est important de le dire. Donc dans ce cas de figure-là, c'est au notaire, en fait, c'est le notaire qui aurait dû l'intégrer à l'acte. Donc si moi je suis vendeur de mon bien et je me rends compte qu'il n'y a pas le DPE, en soi ça ne change rien, vous pouvez quand même vendre votre bien, il suffit juste de faire un DPE pour vos futurs acheteurs. Maintenant, si vous voulez recourir parce que vous sentez que vous avez été lésé, il va falloir prouver que votre bien est énergivore, que vous avez surconsommé et que du coup vous avez dépensé entre guillemets plus d'argent que ce qui aurait dû être prévu. Donc vous pouvez vous retourner contre le vendeur qui lui-même va se retourner contre le notaire. Je ne vous cache pas que je pense que ça servira à rien parce qu'il faut vraiment prouver que vous avez subi un préjudice qui a été a priori assez fort pour le faire valoir de façon monétaire. Donc je pense que ça n'a aucun intérêt, surtout que si elle s'en rend compte au moment de la vente, c'est que quelque part elle n'a pas subi de préjudice au préalable. Et donc il suffit juste d'appeler votre géomètre, d'appeler une agence compétente. L'agence va faire les diagnostics et va s'occuper de tout. Et d'ailleurs, on va dire à notre amie, elle s'appelle comment ? Julie. Julie, ma chère Julie. À partir du 1er juillet, elle n'a plus de soucis, puisque son DPE devient opposable. Hein. Oui, donc ça veut dire qu'il y a un outil juridique qui peut, effectivement, avec juste une défaillance du DPE, vous pouvez aller en justice et demander réparation, ce qui est une très bonne chose. Ça va certainement, à mon avis, beaucoup modifier le rythme de la transaction, le fait que le DPE soit opposable, parce qu'effectivement, les diagnostiqueurs ne baseront plus leurs études uniquement sur les factures, ou sur parfois, on peut le dire, des fois des DPE de complaisance. Voilà. Ouais. Eh oui. Merci beaucoup, Dan Adler, d'avoir répondu aux questions de Julie et Christelle. Votre groupe defeurla.com. Voilà. Exactement. D'ailleurs, on a un bon plan pour vous, c'est Boulevard Saint-Germain. Il y a un 280 mètres carrés avec terrasse. Alors, on vous le fera visiter avec plaisir. Bien sûr. Je discuterai avec mon patron pour une petite augmentation. Merci beaucoup. Merci Dan. Pour l'invitation et très bonnes vacances à tous. Merci. Belles vacances aussi, Dan Adler, patron de Deferla Immobilier. On enchaîne tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Salut à toutes et à tous, et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans la 30e du Grand Rendez-vous de l'immobilier, c'est votre émission pour justement bien qualifier votre projet immobilier. C'est bien d'ailleurs le sujet de bien faire sa recherche immobilière. Alors, un entretien avec deux grands professionnels justement de la recherche immobilière. Corinne Joly, directrice générale de PAP, rebonjour. Rebonjour. Voilà, avec un bel événement en perspective. Avec David Benbassa, le directeur général de Bienici. Salut David. Bonjour, Sylvain. Comment ça va aujourd'hui ? Très très bien. Voilà, vous êtes superbe. Voilà, avec question, mon cher Guillaume, justement, des clés pour choisir, pour bien calibrer son projet. On a des législations qui se succèdent, on a des informations qui sont pléthoriques. C'est une galère quand on est un particulier pour s'y retrouver. Oui, année après année, loi après loi, allure, élan. Voilà, à chaque fois, on renforce un petit peu la législation, les normes sur ces annonces immobilières, et on a vraiment voulu s'arrêter dessus, à l'attention des acheteurs, des locataires, des vendeurs, et vous écouter pour remettre un petit peu clairement les choses dans l'ordre et nous dire ce qu'il faut lire. Alors, quels sont, on va commencer peut-être par, allez, vous, alors, David. Guillaume, ce que je vous propose, mon cher Guillaume, c'est, avec votre question, c'est qu'on voit peut-être en préambule un micro-trottoir. Ah bah oui, on enchaînera pour les questions après. Voilà, on est allé sur le terrain, on est allé place de la République comme d'habitude où il y a beaucoup de monde, et on a posé. Non mais c'est intéressant. Je ne sais même pas si on était place de la République là pour le coup. Ah, il me semble. Ouais, oui, c'était place de la République. Voilà, ça fait plaisir de bosser avec des pros. Hein, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis. Non mais je vous le dis tout de suite. Voilà, ils se marrent là-bas en technique. Vous avez raison. Alors, c'est d'ailleurs notre Nicolas Sandana-Samy qui est justement notre super reporter qui est allé rencontrer les personnes. C'est hyper intéressant d'aller comme ça, sur le trottoir, si j'ose dire les choses comme ça, pour aller poser des questions. C'est surprenant, vraiment surprenant, et je pense qu'il faut en tirer une bonne leçon, et je vous propose de le commenter tout de suite après, on l'écoute. Si vous deviez acheter ou louer un bien immobilier, comment vous y prendriez-vous ? Je pense que je passerai par une agence. C'est quand même peut-être plus fiable et il présente un choix que vous ne trouvez pas forcément si vous allez sur un site internet. Le bouche à oreille, je trouve que c'est très pratique quand, par exemple, vous avez en vue un bien et que par hasard vous connaissez quelqu'un qui habite soit le quartier, soit par bonheur le même immeuble et qui peut vous dire ok, vas-y sans problème. Pour l'achat d'un bien immobilier, je vais me documenter mais un peu partout. Je ne vais pas me focaliser par exemple que sur les professionnels, je vais regarder aussi sur les particuliers. Pour comparer déjà, donc, que ce soit sur un site spécialisé ou que ce soit directement de particulier à particulier. On va comparer les offres et comparer, on va dire, les prix. J'irai directement sur internet. Sinon, je regarderai les sites un peu connus. Je pense pas que j'irai vers une agence parce qu'il y a toujours des bons plans sur internet. Et je sais pas après, je dis ça peut-être comme ça, mais je pense que sur internet, je trouverais peut-être un appartement moins cher qu'en agence. Moi, je pense que je passerais plutôt par le bouche à oreille. Réseau d'amis, entraide, partage. Plutôt que passer par une agence où les frais sont plus lourds, il me semble. Dans un premier temps, je pense que je contacterai mes amis qui sont dans le domaine, qui travaillent dans le domaine. J'aurais surtout pas envie en fait, d'aller en agence ou de chercher sur internet pendant des heures. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'agacerait beaucoup. Pour de la location, c'est vrai que ça devient délirant, surtout quand on n'est pas en CDI. C'est le cas quand même de pas mal de Parisiens, il y a beaucoup de freelance. Et moi, pour ma part, j'ai des revenus qui me permettraient de me payer
un appartement correct. Mais comme je suis pas en CDI, à chaque fois j'ai dû vachement faire jouer le réseau et les connaissances. Au-delà des sites qui existent, je crois qu'il faut vraiment un bon réseau, quoi. Intéressant, hein. Alors moi je retiens 3-4 choses. Alors agence immobilière, tiers de confiance, hein, on voit que les professionnels quand même ont un peu la cote. Beaucoup de bouche à oreille. On parle aussi de la relation de particulier à particulier. Et aussi une personne qui nous dit, moi je me documenterai d'abord et puis après pour pouvoir faire un petit peu mon marché. Qu'est-ce que ça évoque quand vous écoutez les particuliers comme ça, Corinne Joly ? La première chose que ça m'évoque, c'est que c'est un micro-trottoir très parisien parce que la place du bouche à oreille, elle est typique d'un marché de grande pénurie où on se dit c'est tellement la galère qu'il faut que j'ai un plan. Heureusement, c'est pas comme ça dans toute la France. Ah oui, oui. Là, on sent que c'est, à mon avis, beaucoup de locataires sur un marché parisien. Ce qu'ils ont évoqué sur les garants, on sent le parcours du combattant. Ça n'a pas de valeur scientifique, hein, on est d'accord. Hein, voilà, mais c'est vrai que mais cette place du bouche à oreille, elle est heureusement dans des marchés plus équilibrés, plus rares, parce que c'est vrai que normalement c'est très limitant. Vous pouvez pas vous dire, si vous cherchez à acheter, vous n'allez pas vous dire je vais chercher à acheter que à des logements possédés par des amis, parce qu'il n'y a évidemment pas assez d'offres. Là, on est vraiment ce bouche à oreille, c'est un truc qui revient tout le temps quand on est sur des recherches de logements à louer. Dans des villes où c'est vrai qu'il y a un problème de dossier, où personne n'a les revenus qu'il faut Bien sûr. pour pouvoir louer. David ? C'était marrant d'opposer Internet et les agences. Oui, les agences sont sur le digital. C'est eux qui l'ont fait systématiquement. C'est assez intéressant, mais c'est peut-être aussi une vision parisienne. Absolument. Ce qui est incroyable, c'est que plus de 90%. Oui, mais alors ce qu'il fallait comprendre dans l'agence, c'est ce que je vais descendre dans mon agence de quartier, ou alors aller sur un portail. Sachant que la réalité du marché aussi tendu comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'off-market, c'est-à-dire que portail immobilier, bien ici, il y a un tas d'offres qu'on ne voit pas. Parce que entre le moment où le mandat est capté par l'agence et le moment où il est donné par le client, au client, en fait, ça passe même pas par la diffusion. Donc, il y a un marché. Donc, c'est peut-être ce qu'ils entendaient par bouche à oreille, je ne sais pas. Le fait d'avoir l'information avant, c'est assez. Moi, ça m'a un peu, effectivement, de la même façon, un peu perturbé d'entendre ça. Alors, c'est sûr que si on compare avec ce que disent les usagers en province, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même ton, mais quand même, on repère quand même dans les grandes métropoles le même type de discours. Quand même, entre Lyon, Nantes, Marseille, Strasbourg, où on est allé souvent, on a quand même des grandes difficultés. En fait, dès qu'on a un centre-ville qui se compactifie, voilà, que ça devient plus compact, ça devient compliqué. Alors justement, on va parler un peu de location. Les bailleurs, relations bailleurs-locataires. Quelles sont les informations qui doivent être contenues sur les annonces ? Concrètement, Corinne Joly, je vais sur votre annonce, je vais sur votre site, on doit faire une annonce, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce qu'il faut faire, il faut remplir un formulaire avec toutes les questions, donc c'est quand même très guidé. Et dans les annonces, évidemment, il y a des informations indispensables. Alors, il y a des obligations, il y a des informations indispensables d'un point de vue légal, et il y a des informations où c'est juste, si vous les mettez pas, les locataires vont tous vous les demander. Donc, premièrement, évidemment, la surface du logement. En location, c'est la surface habitable, loi Boutin dont on parle. Ça, c'est nécessaire. Et le loyer, sachant que le loyer, il faut le découper en loyer hors charge. C'est obligatoire, ça ? Oui. Normalement, il faut mettre l'information. Donc, à chaque fois qu'on voit une annonce sur un loyer, on doit distinguer les charges du loyer. Voilà. Il faut, pour que l'information soit complète, il faut mettre le loyer hors charge, les charges et le montant du dépôt de garantie, qui est encadré par la loi. Parce que le montant du dépôt de garantie, c'est 1 mois maximum en location vide, 2 mois maximum en location meublée hors charge. Hors charge, hein. Voilà. Hors charge. Normalement, toutes ces informations-là doivent apparaître dans l'annonce. Alors après, ce ne sont pas des informations légales, mais je vous le dis, c'est des informations prioritaires pour les locataires. Il y a l'adresse du logement. Alors pas forcément l'adresse exacte, mais, et ça vaut aussi en vente, mais au moins le quartier. Donc nous, quand vous passez une annonce, si vous mettez votre adresse, ensuite on affichera une carte centrée sur le point. Aujourd'hui, 90% des propriétaires mettent l'adresse, et tant mieux. Si vous ne le mettez pas, un locataire sur 2 qui vous contactera vous demandera où est votre logement. Voilà, donc l'adresse, c'est la première chose que cherchent les personnes qui cherchent, c'est vrai en location. Mais quand vous dites l'adresse précise ? L'adresse exacte, oui. L'adresse exacte. L'adresse exacte. Sachant qu'elle ne sera pas affichée telle qu'elle, notamment on n'affichera pas le numéro de rue, on affichera juste une carte centrée sur le quartier. D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même la question numéro 1, avant d'aller se déplacer. Ils veulent savoir où c'est, et beaucoup de locataires et d'acquéreurs utilisent quelque chose comme Google Street View pour aller voir le quartier, surtout avec la crise sanitaire qui s'est passée où on essayait de limiter les vraies visites. L'adresse exacte, c'est vraiment... Je vous dis, quand vous la mettez pas,
il y a 1 personne sur 2 qui vous contacte, c'est ça qu'elle vous demande. C'est clair. Voilà, donc c'est vraiment une information importante. Et ensuite, alors c'est pas strictement une information, mais je vous le dis parce qu'on voit passer les messages des locataires et des acheteurs. Et l'autre question qui revient tout le temps, c'est si vous ne mettez pas assez de photos. Par exemple, 3 photos, ce n'est pas assez. Oui. C'est peut-être assez sur un studio où effectivement il n'y a pas non plus, on va pas s'étendre, mais sur une maison ou un appartement familial. Et si possible, des belles Et photos. si possible, c'est surtout que si vous mettez pas des belles photos, les gens vous contacteront moins. Mais en tout cas, il faut en mettre extérieur, intérieur, les différentes pièces, les chambres, cuisine, salle de bain. Il faut mettre des photos. C'est vraiment ce qu'aujourd'hui les gens recherchent sur Internet. C'est très pratique de chercher sur Internet, mais il faut mettre toutes ces informations-là. Le bonus qui n'est pas nécessaire, mais qui est mieux en ce moment, c'est la visite virtuelle. Mais c'est un coût de la faire, donc il y a un ensemble de propriétaires qui ne le font pas. Mais voilà, il faut bien se dire que c'est les premières adresses et photos, c'est quand même les premières choses que les acheteurs et locataires attendent d'une annonce immobilière. Une question, sur votre site par exemple, sur 10 annonces, il y en a combien avec photos ? Aujourd'hui, elles ont toutes photos. Toutes, honnêtement, 100%. c'est marginal qu'il n'y ait pas de photos. D'accord. Le problème, ça peut être des fois le nombre. C'est-à-dire que voilà, moi, comme j'ai dit 3 photos, c'est sur un appartement 4 pièces, 3 photos, c'est pas assez. C'est clair. On voit 3 photos, ça ressemble à l'appartement d'à côté. Donc il faut plutôt, sur un appartement 4 pièces, c'est 8-10 photos. Ah oui, quand même. Hein. Et David Benbassa, vous avez les mêmes... Même constat, géolocalisation forcément. Avec Bienici qui est la un site spécificité de Bienici, cartographique. c'est... Oui. Ça permet effectivement de voir où c'est, mais de voir les points d'intérêt. Vous avez été le premier d'ailleurs, il me semble, à avoir lancé la carte graphique, la géoloc, non je dirais de la transaction et de la location classique, oui. Airbnb l'avait très bien fait avant nous. Et la location saisonnière, c'était quand même plus sympa de voir à peu près où se trouvait la maison de vacances, au moins sur une carte. Donc c'est parti de là. Le fait que ça soit démocratisé, entre guillemets, pour l'ensemble des biens, je confirme, c'est essentiel. Pour avoir et du coup, avec cette crise, ça amène des informations complémentaires sur la proximité des réseaux de transport. C'est essentiel. La visite virtuelle, bien évidemment. Le nombre de photos, on en a parlé, c'est essentiel. Nous, on a fait une analyse où, en fait, il en faut plus de 5. À partir de 5, on a vraiment un nombre de vues et un nombre de contacts adressés. C'est ce que vous disiez, Corinne Joly, effectivement. On voit l'importance. C'est important. C'est et puis, un élément qu'on oublie, c'est le descriptif. Ah oui, tout à fait. Il doit être long, le descriptif. Il doit donner envie. Il doit donner envie. Pas trop long, pas un roman. Ouais, non, c'est ça. Attendez, quand il doit donner envie. Il faut détailler, mais ça baratine pas non plus, quoi. Non, mais c'est genre studio magnifique, etc., qui fait 11 mètres carrés. Enfin, alors, il y a un intérêt pour le SEO quand même, pour le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Mais donner envie, ça veut dire vous avez des photos qui sont, je suis d'accord, descriptives. Il ne faut pas hésiter ni éviter de mettre des pièces techniques et de mettre l'ensemble des pièces. Et si on a la chance d'avoir une visite virtuelle, ça peut donner l'environnement, l'aménagement du logement. Ça se développe beaucoup chez les agences, les visites virtuelles. Énormément. Mais le descriptif permet effectivement, quand on va valoriser un salon, de dire idéal pour des repas jusqu'à 6 personnes en famille, etc., avec les parents et 4 enfants. Tu vois, mais donner du sens, donner envie. Comme on dit. Se projeter. Bah oui. Un mot sur les ventes, parce qu'on a fait un point sur la réglementation de la location, mais sur les ventes, il y a des choses quand même obligatoires à mettre en plus sur une vente. On n'a pas parlé du DPE, je ne sais pas d'ailleurs si c'est obligatoire sur la location comme sur la vente. David. Les deux. Alors, ce qu'il y a en plus, effectivement... DPE d'ailleurs, c'est diagnostic performance énergétique. Ouais. Ce qu'il y a en plus, effectivement, c'est tout ce qui concerne, quand c'est une annonce de professionnel, les honoraires. Pourcentage d'honoraires à la charge du vendeur ou à la charge de l'acquéreur. Ça doit être précisé. Sans préciser le montant des honoraires, David. Sans préciser le montant. C'est un pourcentage. Honoraires à la charge du vendeur et pourcentage. D'accord. Pourcentage. DPE, bien évidemment, qui évolue là à partir du 1er juillet 2021. Qui devient opposable. Et qui devient opposable. Donc ça va changer pas mal de choses quand même. Ça veut dire que ça peut même annuler une vente. Vous croyez que les clients, ils sont au jus de ce qui va se passer là. En tout cas, les professionnels vont les prévenir, parce que c'est souvent eux, dans le cadre de la captation d'un mandat exclusif, qui vont proposer le DPE, même la visite virtuelle. Donc, ils ont un rôle de conseil, bien évidemment. Donc, maintenant, c'est au rôle des portails aussi d'amener ce conseil et de prévenir, en tout cas, des bonnes pratiques et de donner ce conseil-là. Et puis, il y a toutes les charges de copro. Alors, bien sûr, quand un bâtiment étant collectif... il y a les charges de copro, bien évidemment. Et qu'est-ce que je m'étais donné ? Le nombre de lots de la copro. Le nombre de lots. Est-ce qu'il y a une procédure en cours ou pas ? Et le montant des charges. Dans l'annonce ? Ah oui. Ça fait beaucoup de choses. Ça doit être mis dès l'annonce. Dès l'annonce. En vrai, ce que je trouve paradoxal avec ces lois, c'est qu'en vrai, pour le coup, si vous ne mettez pas tout ça dans l'annonce,
l'acheteur, il se précipite pas pour avoir ces informations-là. De toute façon, il les aura au moment de la signature du compromis de vente, parce que le notaire ne signera pas sans ça. Mais c'est pas comme la classe énergie. C'est des informations obligatoires. Ce ne sont pas les premières que les acheteurs ou les locataires demandent. C'est clair. Et qu'est-ce qu'on risque si on ne met pas tout ça? Et je parle peut-être notamment pour les particuliers, parce que autant les agences, j'imagine qu'elles respectent. Enfin, vous allez nous le dire d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est qu'ils vont quelles sont les sanctions sur le même niveau voilà, de sanctions. On est sur le même niveau. Qu'est-ce qu'on risque Jusqu'à présent, on ne risquait rien du côté des particuliers. Non, je le dis très clairement, je n'ai jamais vu un particulier condamné à quoi que ce soit. Je sais Parce même que c'est pas pas qui fliqué pourrait en les fait. contrôler. Non, c'est pas contrôlé. Non, c'est pas contrôlé. Donc, j'ai jamais vu de particulier sanctionné sur l'annonce. Encore une fois. Il faut bien se dire qu'à la fin, l'acheteur est informé de la même manière, puisque de toute façon, au moment de la signature du compromis de vente chez le notaire, tous les diagnostics immobiliers doivent être fournis. Et les informations sur la copropriété sont devenues obligatoires aussi. Donc de toute façon, il y a un moment où l'acheteur est au courant. Donc le fait que ce ne soit pas forcément mis dans l'annonce, on n'a jamais vu non plus d'acheteurs s'en plaindre de trop. L'état daté, le règlement de copropriété nécessaire pour homologuer l'acte, etc. Mais non, la question est complémentaire en amont. Vous, patronne du PAP, est-ce que dans votre algorithme ou dans votre ranking, je ne sais pas comment ça se dit techniquement, est-ce que quand les annonces arrivent chez vous, alors ils sont pas fliqués les proprios, ok, mais vous pouvez le faire. Alors nous, on leur dit déjà le formulaire, les guides, c'est-à-dire que typiquement à la classe énergie, on leur demande et on leur dit que c'est obligatoire, que s'ils ne l'ont pas fait, parce que la plupart du temps le problème il est là, c'est de ne pas avoir fait encore ces diagnostics. Ils ne peuvent pas publier l'annonce si jamais c'est pas renseigné. On les laisse publier l'annonce parce que, mais comme je pense que chez les professionnels, en général on laisse parce que des fois les diagnostics sont en cours. C'est pas toujours simple la question. On a le droit timing. de mettre le diagnostic en cours, je croyais que c'était interdit. Oui. Ah oui. Non, c'est théoriquement interdit, mais tous les portails laissent passer. Sur tous les portails, on trouve des annonces où il y a écrit diagnostic en cours, parce qu'on ne peut pas bloquer non plus une vente pour ça. Donc on leur dit que c'est obligatoire. Après, on leur donne, en l'occurrence, les obligations légales qu'ils ont. Pareil sur la location. Nous, ce qu'on bloque, c'est quand il n'y a pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les loyers hors charges et charges, c'est obligatoire de nous mettre d'accord, ok. Donc, le distinguo et le dépôt de garantie. Quand je renseigne, oui, parce que ça, c'est des informations, pour le coup, les locataires en ont vraiment, c'est vrai qu'ils en ont vraiment besoin. Le DPE, on a pris une position un peu pragmatique qui est de se dire, les acheteurs et les locataires, quand le DPE n'est pas là, ils l'auront plus tard, ils le demanderont. C'est pas quelque chose qui les rend... ils disent pas, non, mais cette annonce-là, c'est pas... Alors que si vous leur mettez pas les informations financières, là, en général, ils les demandent pour de vrai. Le DPE devient une information financière. Pas complètement. Parce c'est que pas dans la de plus tête en des plus, la valeur particuliers. verte... mais ça va. Non, c'est la volonté de faire en sorte que la classe énergie soit de plus en plus importante, parce qu'il y a une vraie volonté de pousser les particuliers à faire des rénovations énergétiques. Donc ça va dans ce sens-là. Mais les particuliers n'en sont pas là. Les particuliers n'en sont pas à avoir la classe énergétique. Enfin là, je le dis de manière transparente. Hein. Je sais que la volonté politique, c'est de rendre le DPE beaucoup plus important, la classe énergie. Mais les particuliers n'en sont pas là. Ça va vite venir. Ce n'est pas leur critère numéro un. Je vais vous dire quand le jour où le particulier ne pourra plus louer du tout. Voilà, ça pour les investisseurs, ça va. Et qui va se rendre compte qu'il y a 5 piges. C'est-à-dire en 2021, parce que là on est en 2028 demain, c'était obligatoire et qu'il a traîné des pieds et qu'ils s'en est foutus, en fait ils s'en foutent complètement, là il va avoir un réveil pénible. Parce pour que les ça investisseurs, c'est sûr que ça va jouer. 1 700 000. Alors oui, bien sûr, pour les propriétaires, oui, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, vous avez raison de le dire Corinne, c'est que c'est valable pour ceux qui sont les bailleurs, vous savez, les bailleurs privés, et ceux qui sont propriétaires occupants, s'ils ne veulent pas rénover, c'est tant pis pour eux. Il n'y a rien à faire, je sais, il n'y a rien à faire. Un propriétaire occupant, vous ne pouvez pas lui dire grand-chose. Mais évidemment, alors sauf pour les chaudières à fioul qui sont interdits à partir de 2022 justement. David Benbassa, sur cette question hyper importante en fait. Non, c'est extrêmement important. Je pense que la loi se durcit. Et oui. Et nous, il va falloir qu'on suive et qu'on respecte la loi, bien évidemment, en guidant aussi les professionnels à le suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de DPE qui sont en cours de réalisation. Après, c'est quel est ce temps de tolérance ? Quel est le délai entre je prends le mandat, je veux servir mon client, je le mets vite en ligne pour que ça sorte, et le temps où je mets effectivement le DPE en place. Donc ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale entre portails, qu'on fasse tous la même chose et qu'on ait tous la même vision du sujet. Par contre, sur les pros, effectivement, notre conseil, c'est de le mettre tout de suite. C'est de le mettre tout de suite parce que ça ne devient pas un critère de sélection. Pour moi, ça va devenir un critère de choix. Ça veut dire qu'on ne le met plus dans les critères. Ça, peut-être que demain, ce sera un critère de sélection.
Aujourd'hui, entre deux biens similaires, on va peut-être aller sélectionner celui dont la note DPE du diagnostic est plus importante. Ça veut dire peut-être demain moins de frais. Ou à l'inverse, on a un profil investisseur où on veut rénover. Dans ce cas-là, on va peut-être aller négocier un peu le prix et aller choisir le DPE un peu moins. De toute façon, c'est sans appel. Nous avons fait une statistique sur Radio Imo où on a un écart de plus de 20% entre les étiquettes énergétiques de bonne qualité et celles qui sont un peu dégradées quand on les compare, par exemple, à il y a 5 ans dans le comportement d'achat ou de location. Donc on voit bien que la notion de valeur verte ou de green value, maintenant c'est très à la mode, a atteint un niveau critique, c'est-à-dire une masse critique. En dehors des bobos parisiens qui mangent les graines le soir, effectivement, on a en province des personnes qui sont soucieuses effectivement de l'économie énergétique. Surtout que dans certains types de foyers, ça peut représenter jusqu'à 10% de l'économie générale, le coût de l'énergie. Alors il n'y a pas que le coût de l'énergie, il y a aussi le confort dans l'habitat, bien évidemment, la circulation de l'air, etc. etc. Alors, on a une dernière question, puisqu'on nous dit en technique, je serais bien resté un peu plus longtemps, et c'est pour vous, Guillaume, une dernière question à nos invités. Alors, c'est la question qu'on n'a pas faite au début. On va en reparler, on saute sur le marché. Ressauter sur le marché. J'adore quand vous ressautez sur le marché. On va conclure là-dessus. On n'a pas parlé tout à l'heure des annonces de locataires. Aujourd'hui, je cherche un bien en location, notamment pour peut-être les jeunes, en prévision de la rentrée. On en est où? L'offre, elle gonfle, il y a une offre qui diminue, il y a beaucoup de demandes. Alors, je voudrais juste compléter, c'est une galère pour se loger. Notamment dans les grandes villes. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces propriétaires qui prennent leur bien pour la 8e merveille du monde, quoi. Quid des offres de location, notamment au centre des grandes villes? Corinne, comment on peut aider les gens? Alors là, il s'est passé un truc très très intéressant en location, c'est le retour sur le marché d'énormément de locations touristiques. Ah oui. Et là, à cause de la désaffection des touristes. À cause de l'absence de tourisme étranger. Qui sont devenus des meublés longue durée. Voilà, ils sont transformés en ce moment en logements meublés. Et c'est positif parce que ça fait baisser les prix, non? Pas tout de suite, parce que le problème de ces logements, c'est que c'est des logements qui ont... Bon, pas baissé les prix. Hein, non, mais cela dit, les prix sont stabilisés. On a vu effectivement qu'il y a certaines villes, les meublés sont devenus moins chers que les... Voilà, mais c'est quand même pas encore énorme, parce qu'il faut se dire que c'est des logements qui ont quand même une typologie particulière. Souvent, les logements qui sont faits pour du touristique sont un peu suréquipés par rapport à un logement d'habitation. Dans un meublé classique, vous ne trouvez pas une Nespresso. Alors que là, par contre, c'est très courant. Donc, c'est des logements qui ont un électroménager assez haut de gamme, qui ont été refaits par architectes d'intérieur, parce qu'il y avait une très forte concurrence sur le marché touristique. Et du coup, ils sont potentiellement, nous on les repère tout de suite. Quand vous voyez des photos où il y a 2 croissants et 2 verres de jus d'orange, on n'a jamais vu de meublé d'habitation présenté comme ça. À Paris, c'est une qualité de photos et un nombre de photos extrêmement important. Exactement. Donc on les reconnaît, on sait d'où ils viennent. Ça, c'est vraiment significatif. Donc beaucoup d'offres à cause de ça. Et un autre phénomène qui a joué en faveur de l'offre, c'est que des étudiants ont quitté leur logement plus tôt, sont retournés chez leurs parents puisqu'ils n'avaient plus de cours en présentiel. Donc on a plutôt eu beaucoup plus d'offres cette année. Maintenant, il n'y avait pas trop de demandes, mais là, c'est en train de revenir. Là, notamment, la rentrée a été annoncée en présentiel. Ça durcit. Et là, ça y est, les étudiants sont sur le retour, là. Corinne Joly, il n'y a plus une petite surface en loyer vide, en bail vide. C'est vrai qu'il y a un vrai problème sur le vide. En ce moment, c'est vrai qu'on a 2 tiers de meublés. Il y a beaucoup trop de meublés, en fait. C'est un constat, David. À Paris, une annonce sur 2, c'est du meublé. De location. C'est de la folie. Donc l'attention, vous l'avez aussi là sur le marché. Et sur les petites surfaces, David, c'est plus important en pourcentage? C'est plus important sur les petites surfaces. Nous, on est à 2 tiers sur les petites surfaces de meublés. Il y a beaucoup trop de meublés. C'est dingue, on peut rien faire. Parce que le problème du meublé, c'est que c'est un bail de combien, David? Ça dépend un peu, mais c'est un an. C'est un an ou 9 mois si vous faites un bail. Faire un bail de classique, c'est pas possible sur une petite surface. Un vide, c'est 3 ans. Donc déjà, c'est plus long. Et donc déjà, il y a beaucoup de propriétaires, ça les dérange. Ensuite, fiscalement, le meublé, c'est plus intéressant. Donc c'est une vraie niche fiscale, le meublé. Beaucoup de propriétaires font ça pour ça. Et ensuite, s'ils viennent du touristique, ils étaient meublés leur logement. Donc ils ne vont pas le démeubler pour le louer et le louer moins cher. Prenons un exemple, David. Est-ce que le meublé est soumis à l'encadrement des loyers? Ah oui. Oui, bien sûr. Oui, donc ils ne peuvent pas y échapper quand même. Non. En fait, les propriétaires essayent vraiment d'optimiser. En fait, ils n'avaient pas le choix. C'est vraiment le départ des étrangers parisiens, des étrangers à Paris, qui a fait que... L'absence de touristes. Est-ce que ça va revenir? Les touristes vont revenir, peut-être pas cet été, mais bien sûr qu'ils reviendront. Ils reviendront. Regardez la façon. Est-ce que ça va rechanger? Est-ce que du coup les bailleurs se sont dit finalement c'est pas si mal d'avoir son logement meublé? Est-ce qu'ils vont repasser au Airbnb? Financièrement, c'est pas la même chose. Moi, j'ai une cliente en tête, elle est passée de 3 200 € par mois à 1 600 € par mois. Donc financièrement, c'est pas tout à fait la même chose. Les touristes reviendront, les voyages d'affaires ne repartiront peut-être pas autant.
Et les voyages d'affaires, c'était pas négligeable. Ah non, oui, bien sûr. C'est vrai que les congrès, les foires, etc. On en sait quelque chose. Je pense que les entreprises, elles ont vu qu'elles pouvaient faire des économies et que ça pouvait tourner. Donc. Ça, c'est clair. Effectivement, on voit bien qu'il y a une difficulté, mais encore une fois, sur le logement vide, effectivement, c'est un vrai sujet. Donc ça va être une rentrée hyper difficile pour les jeunes. Là. Mais vous en êtes bien tiré en termes de Ça va résultats. redynamiser. En fait, moi, ce que j'avais pu voir, c'est que les biens en location entre le dernier semestre et tout début d'année, autant on disait, je le disais, que le délai de diffusion était plus court sur la Transac, il s'est allongé sur la location parce que effectivement les étudiants n'étaient plus en présentiel, il y avait des changements de vie. Donc, mais là, on est revenu, on est en pleine saisonnalité de la location, donc on sent que ça va beaucoup plus vite. Les transactions ont fait un carton en 2020, compte tenu de l'activité, compte tenu de l'activité. Et sur 2021, ça se présente pas si mal que ça. C'est à croire qu'il y a, j'exagère, c'est à croire qu'il n'y a pas eu de confinement, mais enfin. C'est on-off, quoi. Hein. C'est vraiment on-off. Oui, puis les 2 derniers confinements ont eu un impact vraiment mineur. Est-ce que 2022, ça risque pas d'être un peu plus pénible quand même? Parce qu'on se dit, attendez, chômage de masse, 700 000 chômeurs de plus, des secteurs complètement sinistrés. Avant qu'ils s'en remettent, il va se passer quand même 2 ou 3 ans. Ça va pas avoir d'impact sur le marché immobilier, Corinne Joly? Suivez les taux. Il faut suivre les taux. À mon avis, la clé, tant que les taux seront au niveau auquel ils sont, je pense que le marché... Ça permettra aux gens vous partagez la même idée? Moi, je vais m'acheter une boule de cristal, donc je vous dirai ça dès que je l'aurai acheté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à toutes nos questions. Corinne Joly, je rappelle, vous êtes directrice générale de PAP.fr et David Benbassa, directeur général de bienici.com. Voilà, 2 visions du marché, mais extrêmement intéressantes. J'espère qu'on a répondu largement à une bonne partie de vos questions, mais si vous avez des questions très précises, la chose à faire, c'est le Club des Proprios sur la page Facebook. Voilà, on enchaîne avec notre 30e du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. À tout de suite. Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, droit dans l'IMO, avec Stéphane Moquet. Droit dans l'IMO pour cette 30e du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Il est avec nous. Quelle chance nous avons, bien évidemment, droit dans l'IMO avec Stéphane Moquet, directeur général de Orpi. Salut. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Comment ça va, Stéphane? En pleine forme, c'est beau, il fait beau, c'est l'été. Vous êtes... Et on revit. Vous êtes superbe. Voilà, vous êtes très beau. Printanier. Voilà, avec une veste magnifique. Je suis ravi de vous avoir. Vous n'êtes pas trop chaud là, ça va? Ça va, mais bon, les spots... les spots... on est à température, là. On est en studio, bien évidemment, même si c'est un peu ventilé. Alors, Stéphane Moquet, patron de Orpi, premier réseau immobilier français. La question du jour, c'est comment bien qualifier son projet et comment on va dire, donner à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, les bons plans, les bons coups, les trucs, les astuces qui nous permettent de décrypter l'annonce immobilière qui peut les faire rêver. Qu'ils soient locataires ou qu'ils soient acquéreurs. On pourrait même dire d'ailleurs un vendeur qui mettrait son bien sur un portail immobilier, c'est quoi le bon truc à faire? Alors d'abord, un vendeur, on lui préconise plutôt de passer par une agence Orpi. Mais comment on arrive à créer de l'impact? C'est ça la question. Mais oui. Parce qu'il y a énormément d'annonces. Il faut arriver à créer un peu un impact pour générer une envie, une intention d'aller visiter. La première clé, c'est la première photo, celle qui va apparaître dans une liste de résultats, parce que cette première photo, elle va donner l'envie à l'internaute d'aller plus loin, d'aller sur le descriptif. Donc, globalement, la première clé, il faut de belles photos. Voilà. C'est ce qui va sublimer le bien. Donc, il y a un travail à faire. Il faut éviter toutes les petites erreurs qu'on peut faire. Mauvais cadrage, mauvaise lumière. Mais oui, bien sûr. L'agent immobilier en reflet dans un miroir, tout ça n'est pas très, très, très quali. Donc, le premier enjeu, c'est d'avoir beaucoup de photos. Ah, il faudrait beaucoup de... On a une idée d'un, je sais pas, pour 2-3 pièces, il faudrait combien de photos? Ça dépend, mais autour d'une dizaine de photos sur un logement de 4 pièces, ça me semble raisonnable, parce que ça permet de découvrir vraiment l'environnement, l'extérieur. Et toutes les pièces sont essentielles à montrer? Et toutes les pièces sont essentielles, parce que on peut des fois vouloir cacher, par exemple, la salle de bain, parce qu'elle nécessite d'être rénovée, mais enfin, autant l'indiquer immédiatement, plutôt que de décevoir lors de la visite. Mais oui, bien sûr. Donc, la première clé, c'est la qualité des photos. Et dans les photos, de bien sélectionner la première, celle qui exprime le mieux ce que va être le bien et qui va donner envie à l'internaute d'aller sur le descriptif de l'annonce. Eh ben, ça, c'est une chose que vous notez, les amis. L'accroche que vous avez sur la première photo et le nombre de photos qui est déterminant. On sait d'ailleurs, Stéphane, que quand il y a plus de photos, on sait qu'on génère plus d'audience. Alors moi, j'ai pas les statistiques là précises en tête. Je pense que vous avez eu des invités tout à l'heure qui... Oui, en général, ça marche bien. Mais voilà, il faut une dizaine de photos, surtout que
si vous avez un bien avec peu de photos et d'autres avec beaucoup de photos, l'internaute aujourd'hui, il est malin. Donc il se dit, on me cache quelque chose. Eh oui, bien sûr. Faut quand même penser que les Français sont intelligents. Donc si vous avez toutes les photos, sauf une pièce, vous allez trouver ça curieux. Donc vous avez un doute. Donc vraiment, aujourd'hui, pour gagner du temps, et pour gagner du temps pour les professionnels de l'immobilier et pour les acquéreurs, il faut pouvoir donner le maximum d'informations. Donc la première étape, ce sont les photos. Moi, je prône aussi de présenter un plan, parce qu'un plan, ça permet de se projeter sur la surface, de se transposer, de pouvoir peut-être envisager une réattribution des pièces. Guillaume, vous vouliez poser une question complémentaire à notre ami Stéphane. Oui, Stéphane, vous nous parlez des photos, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on raconte sur le bien ? Qu'est-ce que je mets dans le texte ? Alors, souvent, le défaut, c'est de reproduire les éléments descriptifs du bien et de se limiter à ça. Et par exemple, entrée, salon, salle à manger, 2 chambres, une salle de bain, un WC. Bon, ça, l'internaute, il va l'avoir déjà constaté sur le descriptif. Donc, il faut raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il faut les embarquer, faut savoir romancer ce que va être l'environnement, l'entrée dans l'immeuble, et puis l'appartement en lui-même. Il y a vraiment une différence. Il faut soigner ce texte. Il faut arriver, alors je ne vais pas dire à être poète. Vous avez des bons exemples hein ? Mais voilà, il y avait par exemple une demeure dans l'Oise. Vous pouvez dire, bon, bah, c'est une gentilhommière du 19e siècle avec 4 chambres et un jardin de 1000 mètres carrés. Ou vous pouvez dire, une fois passé le porche du 19e siècle, vous allez longer la longue allée gravillonnée et puis vous accéderez à ce magnifique porche qui va vous permettre d'accéder. Ça fait la différence. Et ça fait la différence. Sachons transposer et raconter une histoire. Un parc bucolique à côté de Paris. Avec des arbres fruitiers. Et ça, c'est possible pareil dans un appartement. On peut faire la même chose, parce que l'appartement, il y a l'appartement, mais il y a aussi l'immeuble, et puis il y a le quartier. Oui, voilà. Embarquons les gens. Et c'est ça qui fait la différence, vraiment. Et ça marche, ça marche. C'est ce qui va permettre de se dire... l'agent immobilier, il sait nous raconter une histoire. J'arrive à me transposer, ça me fait un peu rêver, j'ai envie d'aller visiter. Et ça marche, c'est utile, mais est-ce que c'est aussi nécessaire, j'ai envie de dire oui, pour une location où c'est que les marchés hyper tendus, on va louer facilement. Bah oui, est-ce que sûr. Vous faites ces mêmes efforts-là, vous travaillez ça avec vos même clients. les photos en loc, vous voyez Stéphane, en loc, on a des photos pourries des fois, parce que les propriétaires, ils sont tellement sûrs qu'ils vont louer qu'ils font pas d'efforts. On parle bien sûr des grands centres urbains. Est-ce qu'il faudrait faire des efforts ? Est-ce que les professionnels de l'immobilier incitent leurs clients, lorsqu'ils gèrent leurs biens, à essayer de qualifier un peu mieux, de présenter un peu mieux ? Alors, pour moi, il ne devrait pas y avoir de différence. D'abord parce qu'un bien en location, certes, ça n'a pas la même valeur. Enfin, généralement, c'est vous qui êtes amené à louer et relouer ce logement. Faites l'effort la première fois de faire de belles photos, de faire un plan. Et ça, vous allez pouvoir réutiliser ces informations-là à chaque fois que vous allez remettre en location le bien. Ensuite, les honoraires, aujourd'hui, elles sont encadrées. Donc, la rentabilité est assez faible, hein. C'est extrêmement limité, évidemment. Je prends l'exemple de Paris ou l'Île-de-France. Donc, il faut gagner du temps. Pour une loc, des fois, on a 50 appels. Alors, donnons le maximum d'informations sur l'annonce pour éviter de perdre du temps et de décevoir soit au téléphone, soit à la visite. Nous prenons, par exemple, chez Orpi, la géolocalisation. Il faut situer le bien. Parce que vous avez des gens qui ont des recherches extrêmement précises, soit liées au transport, soit dans un quartier, il y a... un périmètre qui est vraiment ça. Alors quand vous dites géologue, vous dites voilà, on circonscrit le quartier à 2-3 rues près. Ou des fois, on peut même donner l'adresse. Et des fois l'adresse. Vous êtes favorable là, Nous, on est favorable. On a 80% des biens en location qui sont des biens sur lesquels on a un mandat exclusif. Et on a 57% de nos mandats de vente qui sont exclusifs. Donc de toute façon, on prend pas beaucoup de risques. Donnons l'information. Aujourd'hui, on a tous besoin de gagner du temps, que ce soit les professionnels dans leur travail ou que ce soit les locataires ou les acquéreurs. Donnons l'information parce que c'est ce qui va permettre, d'avoir une meilleure image de l'agent immobilier, et puis de gagner du temps pour tout le monde, plutôt que d'éviter de faire une visite et finalement de décevoir le consommateur qui finalement préférerait un autre quartier. Voilà. Une question complémentaire, on en a parlé tout à l'heure dans l'émission avec Jean-David Lépineux, le fondateur d'Opinion System, qui nous rappelait l'importance des avis et clients, mais surtout de la relation qui s'installe. Il nous a donné l'exemple, par exemple, quelqu'un qui, pour savoir si on tombe sur un bon agent immobilier, le meilleur moyen, c'est de lui envoyer un mail, et s'il ne répond pas dans les 24 heures, c'est que forcément, c'est pas forcément un super bon. Est-ce que le fait de répondre en temps réel, soit avec au téléphone, soit par mail, c'est aussi un signe de qualité ? Comment un auditeur, un
qui nous écoute, lorsqu'il a son projet immobilier, peut repérer la qualité d'un agent immobilier. Est-ce que le fait de consulter les avis, c'est un élément? Enfin voilà. Dites-nous un peu comment... On dit toujours à l'agent immobilier de soigner son site agence, parce que c'est sa première vitrine. Donc, d'avoir une présentation de l'équipe, avec des photos, de soigner les contenus éditoriaux, informatifs, d'avoir des annonces de qualité avec des photos de qualité, ça va être sa première vitrine. Donc, la première impression que va avoir quelqu'un qui n'irait pas se promener dans la rue pour voir les agences, ça va être sur Internet. Donc, il faut soigner, c'est notre première carte de visite. Le deuxième, c'est que les avis clients, c'est évidemment, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Vous parliez d'Opinion System, chez Orpi, on a décidé d'automatiser l'ensemble des avis clients. On ne laisse pas à nos agents immobiliers le fait de sélectionner ou pas, d'interroger un client. On a plus de 100 000 avis clients aujourd'hui générés, en cumulé. Et ce sont eux nos meilleurs ambassadeurs, parce que c'est eux qui vont pouvoir relayer la qualité de service qu'ils ont perçue par l'agent immobilier. Bien sûr. Donc c'est évidemment un critère très important. Merci beaucoup Stéphane. Donc je récapitule les conseils. Le nombre de photos, beaucoup de photos pour 1, 2, 3 pièces. Il faudrait quand même mettre au moins une dizaine de photos. La première photo, hyper quali, ça donne envie. Et surtout, bien sûr, raconter de façon lyrique l'histoire. Moi j'aime beaucoup cette façon d'aborder. Et puis si possible, ne pas faire de fautes de syntaxe et de fautes d'orthographe. Si on peut, voilà, ça serait plutôt pas mal. Voilà, vous partez cet été, Stéphane? Oui, vous aussi, j'espère. Ah oui, on va partir, voilà. C'était la 30e de la saison. On enquille sur la 4e saison. On vous retrouvera d'ailleurs pour Droit dans l'Immo avec Stéphane Moquet, directeur général de Orpi. Voilà, très bonnes vacances Stéphane. Merci messieurs. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil IMO de l'UFC Que Choisir. Eh bien, rebonjour les amis. Et oui, c'est la période la plus attendue, la séquence que vous aimez et que vous chérissez bien évidemment, c'est la minute de l'UFC Que Choisir avec Gwenaëlle Lejeune qui est avec nous. Comment ça va ? Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, ça va bien. Toujours au taquet, bien évidemment, aussi, pour éviter les désagréments qu'on peut avoir lorsqu'on est consommateur, n'est-ce pas Guillaume ? Tout à fait. Et pour finir la saison, Gwenaëlle, on va parler rénovation énergétique et artisan RGE, donc responsable garant de l'environnement. Mais vous allez nous dire que c'est pas forcément tout le temps obligatoire de passer par un RGE, c'est surprenant. Ah bon ? C'est un petit peu plus paradoxal. Allez. À vrai dire, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la rénovation énergétique en vous disant la rénovation énergétique, ça se conçoit, c'est pas sur un coin de table avec un démarcheur. C'est clair. Vous regardez les aides, vous regardez les travaux pertinents, vous choisissez l'entreprise et à chaque fois, je vous ai indiqué, il faut prendre une entreprise RGE car ça conditionne un certain nombre d'aides. Bien évidemment, tout n'est pas aussi simple car il y a une expérimentation qui a été mise en place depuis janvier dernier, c'est le RGE chantier par chantier. Alors, en fait, c'est assez simple. À la base, il y a eu un constat. En 2020, vous avez 500 000 entreprises du bâtiment. Vous en avez 200 000 qui font des travaux de rénovation énergétique et ça correspond à 58 000 qui ont la qualification RGE. Donc là, vous vous dites, ce qui est faible, oui. C'est peut-être un petit peu compliqué parfois de solliciter un professionnel qui a la qualification et la disponibilité pour pouvoir faire les travaux de rénovation énergétique. Mais pourquoi ils ne s'y mettent pas tous alors à ce moment-là, qui demandent tous c'est les formations. Ça a un coût et toutes les entreprises, surtout les plus petites entreprises, ne se sentent peut-être pas forcément en capacité de faire cette demande de qualification. En tout cas, on leur a offert la possibilité depuis janvier dernier et pour 2 ans de s'inscrire dans une expérimentation. Ça leur permettra de faire 3 chantiers de rénovation énergétique sur ces 2 ans qui permettront d'accéder aux aides qui normalement ne sont éligibles que lorsque vous faites appel à une entreprise RGE. Alors là, vous vous dites peut-être arnaque ou pas arnaque si jamais un entrepreneur comme ça vient vous voir sans la certification mais qui vous dit ne vous inquiétez pas, je peux l'avoir. Ça n'est pas aussi simple, c'est très encadré, mais une fois encore, ça va se concevoir. Alors il faut savoir que ça ne va pas être un buffet à volonté pour tout le monde. Une entreprise va d'abord devoir obtenir la qualification auprès d'un organisme de certification classique, c'est-à-dire Calibac, Qualifelec et Qualité ENR. On est toujours dans ces conditions-là. Or, pour avoir cette qualification, il va falloir apporter des critères de prouver sa solidité pour l'entreprise. Financière. Voilà, on ne va pas avoir une entreprise champignon comme il peut y en avoir en matière de rénovation énergétique. Vous voyez le genre de truc qui apparaît et qui disparaît aussi rapidement. C'est dramatique. Voilà, ça ne va pas être ça. Les effets d'aubaine qu'on a. Voilà. Pour pouvoir monter un dossier et être éligible, une entreprise devra justifier d'avoir 2 ans d'existence, d'être à jour de ses cotisations, d'être à jour des taxes et des impôts, de ne pas être en liquidation judiciaire ou en cessation d'activité, d'être assuré. Enfin, il y a quand même un certain nombre de petites conditions plutôt rassurantes pour les consommateurs, et c'est là l'intérêt de la chose. Et il y a aussi autre chose d'important, lorsqu'ils vont devoir soumettre le dossier du consommateur
qui sollicite la réalisation de travaux en demandant cette qualification, il y aura une clause suspensive. C'est-à-dire qu'en fait, si l'entreprise n'obtient pas cette certification, et il faudra donc, je vous dis, apporter tous ces justificatifs, plus un devis très détaillé, comme on peut l'exiger en rénovation énergétique. Oh, je vous vois lever les yeux au ciel pour ça. Non, mais c'est compliqué, c'est très formaliste, mais après, ça permet d'obtenir ces aides. Non, mais Gwenaëlle, quitte à le faire, qui demandent le label RGE pour tout leur chantier, quoi. Ah, ça représente un coût. Ça représente un coût, mais cette possibilité de faire 3 chantiers sur 2 ans, alors là, il faudrait vous rapprocher de Calibat qui vous donnerait les c'est plus souple et ça permet à les plus petites entreprises de s'y mettre. Ça peut les pousser justement à ensuite monter en compétences et parce que si on est calibré RGE, même si on est une TPE ou une petite PME, c'est générateur de business quand même, c'est générateur de chantier. Oui, c'est générateur de chantier. Mais donc c'est pas un coût, c'est un investissement. Là, pour le coup, c'est une possibilité qu'ils voient qu'il y a une opportunité à saisir et de pouvoir justement monter en compétence. Et je pourrais les trouver quelque part, ces entreprises Alors là, c'est toujours un petit peu compliqué. Normalement, c'est à vous de contacter les entreprises et de voir pour le montage du dossier. Voilà, normalement, on doit aborder la question des aides également à ce niveau-là. Ensuite, il y a le montage du dossier. Le dossier doit être soumis à l'organisme certificateur. Il peut y avoir des échanges si le dossier est incomplet. Et en tout cas, l'essentiel est de savoir que s'il n'y a pas la qualification qui est obtenue suite à cette demande, vous n'avez pas aucune obligation de réaliser ces travaux. Ce qui est quand même confortable pour un consommateur de ne pas se dire qu'il a signé quelque chose et de se retrouver lié avec une entreprise qui, au final, ne lui permettrait pas d'avoir les aides qui pouvaient être déterminantes pour lui. Donc, c'est quand même extrêmement sécurisant. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en fin de chantier, une fois que vous avez fait les travaux, procès-verbal va être transmis à l'entreprise de certification qui va venir faire une visite, qui va faire un audit dans les 3 mois. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même très encadré. Ce qui veut dire que si jamais il y a des écarts entre ce qui était promis et ce qui est attendu, il y aura possibilité de les faire rectifier et d'avoir une visite de contrôle. Donc c'est quand même bien sécurisant et ça peut être une opportunité. Par contre, il faut se méfier et pas forcément écouter toute entreprise qui pourrait se présenter à votre porte en disant que bien évidemment, ne vous inquiétez pas, avec le RGE chantier par chantier, tout sera éligible. Il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit plusieurs fois, les aides auxquelles vous êtes éligible sont parfois déterminées par cette qualification de RGE, que ce soit RGE ou RGE chantier par chantier. Donc voilà, ça peut être extrêmement problématique et surtout que du point de vue de l'actualité actuellement, vous avez sous peu un certain nombre des C2O bonifiés, je vous en avais parlé à cause de toutes les arnaques que ça générait, qui vont disparaître. Donc il faut aussi tenir en compte de ces conditions-là, ces conditions financières. Et donc plus que jamais saisir le réseau fer. Voilà. Pourquoi faire simple ? Guillaume, pourquoi on fait ça ? Mais non, ça sert à rien de faire simple, c'est pas marrant. Ça se conçoit. Voilà, surtout pour... Oui, non mais je comprends. Non mais évidemment, là je vous taquine. Mais c'est une galère pour le particulier. Rien qu'à la lecture, il a déjà mal à la tête. Voilà, En tout cas, heureusement qu'il y a Gwenaëlle pour nous simplifier. Mais voilà. Et s'il y a des économies d'énergie à la clé après. Parce que moi, j'ai tout compris là. Voilà, sans Gwenaëlle Lejeune, on ne saurait pas quoi faire. Mais grâce à UFC Que Choisir, maintenant, on sait choisir. Voilà. Alors, on va se retrouver à la rentrée, Gwenaëlle, parce qu'effectivement, c'est la dernière de l'année, de la saison, pour cette 30e. On va vous souhaiter un très bel été. Bon été à vous aussi. Voilà, profitez-en bien. Vous mettez pas trop au soleil, hein, ça va taper fort là, normalement. Ok. On vous reverra avec grand plaisir. Voilà, c'était pour la minute de l'UFC Que Choisir avec Gwenaëlle Lejeune, UFC Que Choisir que vous retrouvez sur .org notamment. Merci. Merci à vous. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Bonjour les amis, pour cette 30e du grand rendez-vous de l'immobilier avec Radio Imo et nos confrères de Capital, ça vous concerne, 3e partie. Et pour terminer cette saison, nous avons une notaire, on dit une notaire, sur le plateau qu'on connaît bien puisqu'elle est venue à plusieurs reprises, n'est-ce pas mon cher Vincent Favreau ? Oui, c'est Marie Choplin-Texier, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, merci. Études de Chevreux, donc. Une première question pour vous, posée par nos auditeurs, c'est Laurence et son époux. Ils ont 2 enfants qui sont mineurs, ils se sont constitués un patrimoine au fil des années. Laurence, elle s'inquiète de savoir qui s'occuperait de ses enfants et de leur patrimoine si elle-même et son époux venaient à décéder. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, c'est pas tout de suite, bien sûr, mais elle commence à se poser des questions, Laurence. C'est une question qu'on nous pose très très régulièrement en ce moment. C'est peut-être lié au contexte sanitaire. C'est une question qui revient souvent, surtout les jeunes couples qui se demandent ce qu'il advient de leur enfant, s'il leur arrive quelque chose. Ils commencent à se constituer un patrimoine, notamment immobilier. Que se passe-t-il ? Donc déjà, il faut rappeler que le mineur, bien évidemment, est une personne vulnérable qui est sous la protection de ses parents durant toute sa minorité
minorité. Si rien n'est fait, s'il arrive quelque chose aux 2 parents, eh bien, c'est le juge des tutelles qui va prendre le relais. Un conseil de famille va être constitué. Et puis, c'est ce conseil de famille qui va, du coup, prendre les décisions. Quand vous dites conseil de famille, la famille des personnes? Alors, non, le conseil de famille, c'est un organe collégial qui va être nommé, donc 4 personnes minimum, et qui peut comprendre à la fois des membres de la famille et des membres extérieurs. Enfin, des personnes qui sont en proches de général, l'enfant. ça peut être le frère, le tonton, la tata, le grand-père qui prend la main. Voilà, en général, ce sont des personnes qui sont proches de l'enfant, bien évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est possible d'anticiper. Il est possible de désigner un tuteur, donc une personne de son choix, voire plusieurs, dans un testament ou dans une déclaration spéciale reçue devant notaire. Et donc, c'est là que c'est important. On peut venir indiquer la personne que l'on souhaite pour représenter ses enfants s'il nous arrive quelque chose. Ça, on peut anticiper, on peut le faire en amont dans un testament. C'est hyper important de faire ça. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est très rassurant pour les parents de savoir qui s'occupera de leur enfant. C'est vraiment le sujet essentiel pour tous les parents d'enfants en bas âge. Vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes si, bien évidemment, la première personne n'est pas en mesure d'assumer cette fonction le moment venu, ou bien, est dans cette impossibilité, elle-même décédée, malheureusement. Tout est possible. Chaque parent peut faire son testament. Chacun peut faire son propre choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohésion à trouver dans le couple. Chacun peut désigner la personne de son choix. Et c'est bien évidemment le testament du dernier des parents qui s'appliquera au décès du survivant d'entre eux. Une deuxième question, Marie Choplin-Texier. Julie et Clément viennent d'acquérir la maison de leurs rêves. Ils ont 3 enfants, ne sont ni pacsés ni mariés. Comment se protéger s'il arrive quelque chose à l'un d'eux? La maison, est-ce qu'elle devra être vendue? C'est un peu l'angoisse quand Julie et Clément. C'est pas bien, ça. Ils sont pas mariés. On ne le rappellera jamais assez. Effectivement, pas de vocation à hériter l'un de l'autre pour un couple qui n'est pas marié. Donc que ils vivent dans le péché originel. Ils vivent dans le péché. Que le couple soit pacsé ou non, il faut faire un testament pour se protéger. Parce que si ce testament n'est pas fait, effectivement, le partenaire ou le concubin survivant n'a absolument aucun droit. Il faut savoir que la plupart des successions aujourd'hui en France, c'est le logement. Le logement et quelques liquidités, mais c'est la résidence principale du couple qui est la plus importante. Il n'a aucun droit, donc c'est qui a les droits? Les enfants. Là, en l'occurrence, vous avez 3 enfants dans ce cas précis, donc les enfants vont hériter. Donc si on part du principe que chaque parent est propriétaire à hauteur de moitié chacun du bien, eh bien les enfants vont hériter de la moitié de la maison. Donc, se protéger, là encore, via un testament. Vous pouvez, à minima, léguer des droits, donc léguer un usufruit, éventuellement un droit d'usage et d'habitation, un usufruit temporaire, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la valeur de l'usufruit peut être tellement forte que, du coup, ça vient empiéter sur les droits des enfants. Et ça n'est pas possible, sauf à ce que les enfants renoncent à ce à quoi ils ont droit, mais ce qui peut être rendu difficile si les enfants sont mineurs, puisque le juge peut très bien venir refuser cet usufruit. Si on n'a pas d'enfant. Et si on n'a pas d'enfant, là, du coup, il n'y a pas de droit à réserve pour des enfants. Donc, vous pouvez tout léguer à votre partenaire de Pacs. Et puis le protéger du ou à votre concubin. Alors, ne pas perdre non plus de vue c'est ce que j'ai fait, pas d'enfant, et donc pacsé, et avec un testament. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En étant pacsé, vous avez une exonération totale de droits. Par contre, ça n'est pas le cas si vous n'êtes que concubin. Parce que la question sous-jacente, que je veux quand même remettre sur la table, c'est à qui va la part de la personne décédée si on n'a pas d'enfant? Alors, à ses parents, s'il a encore des parents, à ses frères et sœurs, s'il a encore des frères et sœurs. Et aux représentants des frères et sœurs. Exactement. Donc, c'est vraiment très, très important là encore, d'anticiper et de pouvoir rédiger parents vivants ou représentés. C'est ça, le terme usuel. Alors, les parents et les frères et sœurs, pour le coup. Vivants ou représentés. Merci beaucoup, Marie Choplin-Texier, d'avoir fini l'année, ce grand rendez-vous de l'immobilier. Rendez-vous à la rentrée maintenant avec vos questions sur Facebook, le Club des Proprios. C'est le groupe pour adresser vos questions. Et nous serons là pour y répondre dès la rentrée. Absolument. Merci. Un bel été à vous. Et on enchaîne tout de suite. Merci. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency. Rebonjour les amis, et oui, c'est la fin de notre 30e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier qui va clôturer d'ailleurs, chers amis, la 3e saison. Et nous attaquons, et on en est très heureux puisque ça se poursuit, nous attaquons une 4e saison dès la rentrée, n'est-ce pas Guillaume? Oui, on est ravis de vous retrouver dès septembre prochain et on vous retrouvera toujours avec la même envie, j'ai envie de dire, et la même exigence, vous informer sur l'actu de l'IMO et vous livrer les conseils pratiques pour vous aider dans votre démarche au quotidien, que vous soyez locataire, investisseur, acheteur.
Voilà. Donc on vous attend en septembre. L'immobilier, important pour vous, que vous soyez effectivement locataire, propriétaire bailleur, bien évidemment. Le logement, c'est un peu la dent creuse, mais c'est hyper important. En tout cas, vous êtes très très nombreux et de plus en plus nombreux à nous suivre avec des détails pratiques. On vous permet d'ailleurs d'améliorer les informations que l'on va vous donner pour qu'elles soient toujours beaucoup plus pratiques. On va se retrouver donc le vendredi 17 septembre à 18h05. C'est diffusé sur le site de Capital, mais aussi sur Radio Imo. D'ici là, on va vous souhaiter, avec Guillaume, de très très belles vacances que vous avez tous bien méritées, souhaitant que d'abord, vous soyez attentifs à votre santé et à celle des autres. Passez un bel été et on se retrouve tous ensemble avec bonne humeur dès septembre. Salut à tous. Salut. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.